Je sais pas comment on va y arriver, mais on va ouvrir 3 boutiques cette année. Le pouvoir de la décision et de se lancer dans l'inconnu te force à faire des choses qui paraissent complètement impossibles. Mais si tu prends pas un vrai grand risque sincère, t'arrives jamais à faire de grandes choses non plus. On a les effets de ce qu'on donne. Rien que la publicité nous a coûté quelque chose comme 80-90 000 euros. C'est parce que tu t'es fixé cet objectif et que tu t'es obligé à le faire que tu vas y arriver. C'est aussi comme ça qu'on fait de grandes choses, parce que c'est comme ça en fait qu'on se dépasse. Donc j'étais quand même fière, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas. En tout cas, je suis très content que tu sois là. C'est juste pour démarrer, c'est quoi une bonne nouvelle, un truc qui se passe bien en ce moment, dans les derniers jours, semaines ? En ce moment, j'ai envie de te dire que tout se passe plutôt bien dans ma vie, si ce n'est que je suis assez fatiguée parce que je tire un peu sur la corde, mais Gemio, donc ma marque de joaillerie, se porte extrêmement bien, avec beaucoup de croissance, beaucoup de recrutement, donc ça c'est top. Une ouverture à Genève là qu'on vient de faire, bientôt dans d'autres pays. Et puis sinon, le podcast se porte bien aussi, enfin toute mon activité, tu vois, podcast, formation, franchement, se développe très bien. Vu le temps que j'y consacre en plus, c'est plutôt cool. Non, c'est clair, c'est ouf. Et tu vois, j'avais une personne de mon équipe, Farah, qui m'a dit « Ah, je suis fan de ce qu'elle fait, c'est trop bien. » Bah écoute, il faudrait que je comprenne qu'est-ce qui lui plaît, mais tant mieux. En tout cas, tu as de l'impact. Et c'est quoi là qui te fait le plus kiffer justement là ? Tu disais que tu recrutes, tu développes. C'est quoi le kiff là-dedans pour toi ? Bon, alors, je pense que, après, je ne veux pas présumer de ce que toi tu aimes, mais moi, j'aime bien le fait d'avoir de l'impact. Et en fait, le fait d'avoir de l'impact, j'en ai assez directement avec mon podcast, avec les réseaux sociaux où on le voit bien tous les jours. En fait, on reçoit des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui parfois te disent « J'ai changé de vie, j'ai quitté mon mec, j'ai quitté ma nana, j'ai changé de job. » Enfin, tu vois, j'ai monté ma boîte alors que je n'osais pas. Ça, c'est quand même assez fort. J'ai retrouvé confiance en moi après une période de déprime. Enfin, ça, franchement, c'est vrai que ça me touche profondément. Et au-delà de ça, avec ma boîte, avec Gemio, j'ai une chance, c'est qu'en fait, je vends de la joaillerie. Ça peut paraître complètement superficiel, mais en réalité, c'est lié à des moments qui sont des mariages, des fiançailles, des naissances. Et donc, on reçoit, pareil, un nombre de messages de personnes qui nous disent « Vous nous avez réconciliés avec une marque de luxe, vous nous avez réconciliés avec de beaux objets, on se sentait parfois intimidé. Là, en fait, on se sent bien, on se sent en fait accepté tel qu'on est et avec de belles choses. » Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup. Et enfin, pour terminer, c'est une réponse un peu longue, mais ça me tient à cœur, c'est l'impact en fait sur les employés, enfin sur les collaborateurs. Parce qu'en fait, j'ai certaines personnes dans mon équipe qui étaient stagiaires et qui, au bout de 7, 8, 9 ans, sont à des postes maintenant de direction, si tu veux. Et te rendre compte, en fait, que tu accompagnes des gens comme ça, que tu les fais grandir avec toi, c'est honnêtement assez incroyable comme sentiment, je trouve. Donc, on a la chance d'avoir une équipe qui est super loyale et ça fait partie de mes grands plaisirs. C'est clair, voir grandir les gens dans son équipe, au final, c'est les gens que tu vois le plus, donc C'est ouf. Moi, j'imaginais pas que je puisse autant kiffer l'aventure collective en équipe, d'aller créer des trucs de ouf ensemble. Ouais, et puis je sais pas toi, moi, ce que j'adore, c'est quand, en fait, ils ont une idée que j'ai pas eue et qu'elle est meilleure que celle que j'ai eue. Et en fait, je me dis, mais c'est trop bien, parce que du coup, ça veut dire que de temps en temps, je peux quand même ne pas être présente et les laisser faire les choses à ma place. Mais surtout, en fait, je trouve que c'est un peu le sentiment. J'ai pas d'enfant, mais c'est un peu, j'imagine, le sentiment, tu vois, des parents quand ils voient leurs enfants, tout d'un coup, commencer à marcher tout seul, nager tout seul, faire des choses sans eux. Je trouve qu'il y a un sentiment d'accomplissement qui est énorme, parce que tu sais que tu y as contribué d'une certaine manière. Et d'un autre côté, en fait, ils sont vraiment autonomes et indépendants. Et moi, j'adore ce sentiment, tu vois, d'être un peu inutile, en fait, dans mon entreprise. Et je sais que c'est pas toujours le cas des entrepreneurs, mais quand ça arrive, je t'assure, c'est incroyable. Non, c'est clair. Il y a avoir l'idée, il y a aussi le fait qu'ils s'exécutent une idée tout seul et que ça crée un truc ouf. Alors, il y a plein de directions dans lesquelles j'ai envie de partir. Là, déjà, juste avec ce que tu m'as dit, tu parlais de ta marque de bijoux. En termes de branding, est-ce que tu as essayé de créer un mouvement entre guillemets autour de tes bijoux ? C'est-à-dire par exemple Nike, c'est pas simple. Ils ont essayé dans leur marketing que ça aille au-delà de on vous vend des chaussures, on vend une idée, que tout est possible, que tu peux le faire, et ça rassemble au-delà du produit. Est-ce que c'est quelque chose qui a été conscient ou sur lequel tu as mis de la valeur dans le développement de
de Ta Gemio. marque de- Écoute, c'est une bonne question. En fait, quand on a lancé Gemio, on n'était rien, on connaissait rien au monde de la joaillerie. Donc en fait, par essence, quand tu veux te démarquer, quand tu veux te différencier, il faut que tu fasses les choses différemment. Et donc en fait, surtout moi, cet épisode de pourquoi est-ce que j'ai lancé une marque de joaillerie, c'est venu d'un constat qui est que quand je suis allée voir de grandes maisons, j'ai trouvé que c'était magnifique, mais que l'expérience était honnêtement très intimidante, voire même dans certains cas humiliante, où j'ai pu, tu vois, être face à des vendeurs qui me disaient non mais ça n'est pas fait pour vous ici, alors que finalement j'aurais très bien pu me permettre un certain nombre de bijoux, je te dis pas les pièces de haute joaillerie. Et j'ai trouvé ça assez choquant en 2011, c'était à l'époque de la création de la marque, en fait de me dire mais franchement on se sent pas bien accueilli, on se sent pas chez soi, alors même qu'on pourrait. Et donc ça a beaucoup cheminé dans ma tête et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on pourrait pas essayer de créer une marque de joaillerie d'un nouveau genre qui justement ferait en sorte qu'on se sente bien, qu'on se sente accompli, même qu'on se sente un peu plus soi-même à chaque fois qu'on y va. Alors ça peut paraître un peu pipeau, mais pour moi le bijou c'est vraiment un objet en fait très intime, on le porte tout le temps. Alors c'est moins le cas pour les hommes que pour les femmes, mais pour une femme si tu veux, quand tu vois un bijou sur tes mains, bah tu le vois toute la journée en fait, et donc ça fait un peu partie intégrante de toi. Et donc finalement c'est très symbolique, d'autant plus que c'est pour des événements genre mariage, fiançailles, naissance qu'on les offre ou qu'on se les achète. Et donc au final je me disais mais c'est tellement dommage que cet objet si symbolique, on n'arrive pas justement à se rendre compte quand on rentre dans une grande maison à quel point ça peut être puissant, à quel point c'est un insigne de puissance, un insigne de joie, enfin je veux dire ça a un symbole quel qu'il soit. Et donc en fait pour revenir à ta question, on s'est dit que les autres marques ne faisaient pas ça et donc nous ce qu'on voulait faire c'était faire du bijou un objet qui soit un objet symbole mais tout en étant finalement une marque dans laquelle on se sente bien. Parce que très souvent, les grandes maisons vont lier le côté symbolique et donc mettre une histoire très forte, tu vois, sur une pièce en disant, bah, il faut qu'on crée des codes qui soient intimidants pour créer un côté haut de gamme. Et nous, en fait, on s'est dit, non, on peut être tout à fait haut de gamme, on peut être une marque vraiment qui fabrique en France, qui a la meilleure qualité possible, mais tout en ayant, en fait, un état d'esprit qui soit plus humain, plus incarné et qui fasse en sorte que les gens se sentent bien quand ils vont rentrer dans une boutique ou aller sur notre site internet. Donc dès le début, il y avait la boutique. Non, la boutique est arrivée beaucoup plus tard. On a créé la marque en 2011. La première boutique a été ouverte en 2015. Donc en fait, tu vois, on a mis quand même 4 ans avant d'ouvrir. Parce que moi, mon idée, c'était... Bon, déjà, on n'avait pas les moyens de s'ouvrir une boutique au début. Et puis, une boutique, qui dit boutique, dit les murs de la boutique, mais dit le stock aussi de la boutique, ce qui en joaillerie, naturellement, coûte très cher. Et donc, on a mis du temps avant de pouvoir se permettre d'ouvrir une première boutique. Mais en revanche, on a vendu sur Internet. Et donc, on avait un peu cette volonté aussi de démocratiser la joaillerie sur Internet, ce qui se faisait pas du tout à l'époque. Parce que 2011, à part acheter des billets d'avion ou acheter des billets de train sur Internet, t'achetais pas grand-chose de très cher sur Internet. C'était encore le début. Hein. Il y avait quasiment pas Instagram à l'époque. Je crois qu'Instagram a été créé en 2010. Donc, tu vois, c'était encore le tout début. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, on va utiliser Internet pour se faire connaître, pour pouvoir storyteller notre marque, pour pouvoir parler de notre marque au plus grand nombre, sans avoir de boutique, ce qui était assez innovant, et en ajoutant en fait cette dimension très humaine que j'évoquais, qui est que en fait on veut que les gens se sentent bien, qu'en fait il y ait une émotion positive, si tu veux, et bienveillante quand on achète un bijou. Et ça, on l'a incarné au travers d'une campagne d'affichage qui à Paris a été très remarquée, qui est une campagne avec un chat rose. Et les gens me disent tout le temps, mais attends, mais pourquoi est-ce que tu as mis un chat rose en 4x3 dans le métro? Bon, déjà, réalité, c'est que juste il fallait qu'on se fasse remarquer et que je peux te dire que quand tu mets un chat rose en énorme en 4x3 dans le métro, ça se voit. Et du coup, ça c'était la première chose. Il faut quand même se rappeler que les gens n'ont pas beaucoup d'attention disponible, donc voilà, il faut quand même un peu marquer le coup. Et puis d'autre part, c'est juste qu'en fait, ça crée une émotion positive. Décris-la, donc je pense qu'on pourra la retrouver. Mais... Ouais, bien sûr. En fait, c'est un chat rose. C'est un chat, mais un bébé chat. De 3 mois. Donc, tellement mignon. Mais tu peux pas imaginer comme il était mignon. En fait, il tenait à peine debout quand on l'a pris en photo. Il était vraiment adorable. Et en fait, il s'était mis à un moment dans une petite pause comme ça où il regarde la caméra. Extrêmement doux comme regard. Avec un duvet, mais t'as juste envie de faire des bisous au duvet tellement c'est doux. On l'avait, je précise, via Photoshop mis en rose. Il était naturellement blanc. Et sur sa petite oreille, on avait mis une bague qui du coup était un bijou Gemio, le tout dans des couleurs qui étaient des couleurs un peu douces, tu vois, il y avait un vert amande, il y avait un jaune un peu moutarde et ce chat rose. Donc en fait, vraiment une créa qui sortait complètement du lot dans le métro où tout est un peu gris et triste. Et là, tu avais le sentiment d'être devant une image, mais juste tellement chou, tellement mignonne et tellement belle que les gens littéralement s'arrêtaient et se prenaient en photo. Et ce qui est très drôle, c'est que cette campagne d'affichage, quand on l'a lancée, on voulait être interpellant, mais en fait, ça a été pour nous
énorme en termes de gain de notoriété. Enfin, pour te donner un chiffre, on est passé de 3% de notoriété en Île-de-France à 65% avec plusieurs campagnes de Charrose, mais quand même 7 campagnes du Charrose. Le même Charrose à chaque fois? Le même Charrose à chaque fois. On l'a remis plusieurs fois, tu vois, pour créer un petit peu de récurrence, mais globalement, c'était la même campagne. Et c'est fou, parce qu'en fait, c'est juste que les gens, en fait, étaient interpellés et en fait, on crée une espèce d'émotion avec ce char. Et il y avait un texte juste pour arriver à imaginer, ou juste donc juste le logo. Juste le logo. Et notre baseline, jeune et joyeux. Jeune et joyeux, c'est l'état d'esprit que je te décrivais, c'est-à-dire on est joyeux, donc on est vraiment sur le haut de gamme, on fabrique uniquement en France, le savoir-faire pour nous est quelque chose d'hyper important, mais on est jeune dans l'état d'esprit, ça veut pas dire qu'on s'adresse qu'à des jeunes, mais ça veut dire que globalement on va être plus moderne si tu veux dans notre approche de la joaillerie et pas juste être un peu comme ça pompeux et en permanence juger les gens, tu vois, quand ils passent le porte de ta joaillerie en mode combien t'as dans ton portefeuille. Attends, j'ai plein de questions là dans ce que t'as amené, on va revenir sur le Charrose, que ça m'intéresse, je crois que t'as travaillé avec une agence qui t'a aidé à faire ça m'intéresse d'aller vers ça. Comment tu faisais transpirer, donc là c'est une partie de la réponse, le Charrose, mais de base j'ai envie de me dire, je vois le Charrose, je vais l'apprécier, je vais l'aimer, ça crée une relation avec la marque. Ça me dit pas encore, alors je comprends jeune joaillier, mais tout ce que tu as communiqué, ce côté de on veut de l'humain, on veut de la relation, on veut que ça soit une expérience qui soit agréable au global, comment avant la boutique, ça me paraît encore plus intéressant sur la partie digitale, comment vous communiquez ça? C'est toi en tant que fondatrice, c'est des textes. Comment tu permets déjà, on va dissocier je pense la partie expérience réelle client et la partie marketing, comment tu racontes cette histoire? Parce qu'au début je te connais pas, on est en digital, tu as un site internet, je crois que je t'ai entendu un podcast où tu disais que les premières versions du site c'est moche. C'est moche. Très, très moche. Donc, comment tu racontes? C'est ça que je trouve fascinant dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as une vision dans ta tête, plus ou moins claire, mais en tout cas, tu as une direction et tu vas lui donner vie. Il faut embarquer des gens au début où il y a un écart entre là où tu veux aller et ton site et pas mal de choses. Donc, comment tu fais pour communiquer ce message de l'humain? Alors, je vais revenir dessus, je te promets. Juste un point intéressant que tu as soulevé, je trouve, c'est que tu dis, tu peux pas tout dire sur ta créa. Enfin, tu visualises pas, en gros, comment, avec le Charrose, je peux dire tout ça. Et tu as tout à fait raison, je ne peux pas dire tout ça. Et je pense que l'erreur principale que les gens font quand ils font de la publicité, notamment de l'affichage, c'est qu'ils essayent de tout dire. Et du coup, ils disent rien. C'est comme d'habitude, tu vois. Il faut juste choisir ses combats. Et là, il y avait un combat qui était, on veut que ça soit interpellant et on veut qu'il y ait une émotion positive. C'est tout. Et déjà, c'est énorme de réussir à faire ça. Et déjà, plus qu'une émotion positive, une émotion de bienveillance. Connexion et un truc doux. Exactement, un truc doux, intime. Et donc rien que ça, sincèrement, c'était très difficile, mais je voulais juste attirer ton attention dessus parce que moi, le nombre de personnes que je vois qui me contactent me dire « Ah, je vais faire une pub dans le métro et je vais raconter ça, et je vais raconter ça ». Et genre, en fait, tu te retrouves finalement avec 10 messages différents sur la pub et tu comprends rien. Et que ce soit une pub métro ou une pub en web marketing, c'est un peu la même histoire. En fait, les gens n'ont pas beaucoup d'attention disponible, donc il faut être simple, en fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je dis très souvent à mes équipes, c'est simplifier, 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 simplifier. Parce qu'en fait, en marketing, il y a quand même que ça de vrai. Donc, du coup, voilà, c'était le petit aparté. Je suis désolée. C'est super intéressant d'ailleurs. Je t'ai interrompu. Et pour revenir à la question de l'humain, alors déjà, j'ai envie de te dire, et je pense que ça va peut-être aussi être rassurant pour les personnes qui se lancent, on n'a pas réussi à bien le faire tout de suite. Franchement, on n'était plutôt pas très bon au début et je sais pas si on est des superstars maintenant, mais en tout cas, on a bien progressé. C'est aussi en faisant qu'on a appris et je pense que c'est pour ça que souvent j'incite, moi, mes followers aussi, à faire un maximum de choses, à passer à l'action parce que c'est mine de rien en testant, en faisant qu'on voit les résultats de ses actions, qu'on apprend aussi. C'est pas uniquement qu'on voit les résultats de ses actions, c'est aussi comme ça qu'on devient meilleur parce qu'en fait, on s'entraîne, quoi, tout simplement. De la même manière que toi et moi, on a fait un certain nombre de podcasts, je pense qu'on est meilleur maintenant que quand on s'est lancé au début. Et du coup, tu vois, c'est un peu la même chose en pub et en storytelling, quoi. Donc, j'ai commencé assez tôt à me rendre compte que j'avais un avantage compétitif. Alors, ça va pas plaire aux féministes qui nous écoutent, mais c'est la vérité, qui est qu'il y avait à l'époque pas beaucoup de femmes entrepreneurs mises en avant dans les médias. Et donc, j'ai saisi cette opportunité, en fait, en prenant pas mal la parole, si tu veux, on va dire médiatiquement. Et donc, on a très tôt parlé à des magazines très corporate, assez sérieux, comme Les Échos, Le Monde, Le Figaro, pour essayer d'avoir des articles en parlant de notre aventure, du business model. Et le fait que j'étais une femme n'était pas une condition suffisante pour qu'ils fassent un article, mais c'était un petit plus qui faisait qu'il y avait une petite différence. Et donc, on a commencé, en fait, en ayant une stratégie de relations presse qui était assez agressive, si je puis dire,
pas agressive au sens où on forçait pas les Oui, gens. parce que tu mets de l'énergie dessus. Énormément d'énergie, et quand je dis de l'énergie, c'est beaucoup de volume, parce que les gens sont persuadés que ça te tombe dessus. Non, enfin, tu sais comme moi que la vie d'un entrepreneur, malheureusement, est toujours plus compliquée qu'on ne croit, et que en fait rien ne te tombe dessus. Et donc en l'occurrence, on a été un peu les chercher avec les dents, quoi. Je veux dire, on s'est pris des noms, et puis au bout d'un moment, les personnes sont intéressées parce que tu as changé l'angle, et que du coup là cette fois ça fonctionne. Mais je dois dire que quand on a commencé à avoir des premiers articles dans les Échos, dans Le Monde, dans Le Figaro, etc., bon, déjà ça crée une légitimité pour ta marque, et puis tu as la place quand même dans un article de presse de raconter une histoire. Donc c'est pour ça que j'en reviens à ton point qui était sur le storytelling de la marque. Il se faisait pas énormément via la publicité à l'époque, il se faisait quasi uniquement via les relations presse, qui parlaient beaucoup de notre histoire, et de l'histoire qui est que quand je me suis fiancée, donc j'ai cherché cette bague de fiançailles et j'ai trouvé que l'expérience était intimidante, je me suis pas reconnue. Et cette histoire déjà elle est vraie, et en fait elle parle aux gens. Elle parle aux gens parce qu'en fait ceux qui ont cherché une bague de fiançailles, ils savent que ça se passe comme ça, si tu veux, que c'est pas pipeau. Et donc tout de suite en fait il y a une connexion qui se disent ah, c'est quelque chose en fait, ouais, ça me parle, tu vois, je m'identifie. Et donc c'est vraiment comme ça en fait qu'on a commencé. Et puis ensuite ça, on a essayé de le déployer via des contenus effectivement sur notre site internet, via des créas, mais ça reste assez difficile, je trouve, de créer des contenus de storytelling complexes qui sont regardés surtout par les gens. sur un objet, c'est-à-dire que si par exemple tu vends une formation, tu as plus d'espace pour avoir de l'explication, raconter. Là tu veux créer quelque chose qui soit, enfin c'est simple, ça doit être évident. J'ai un coup de cœur sur la marque, j'ai un coup de cœur sur le produit, je comprends on va pas avoir un argumentaire de 6 pages pour m'expliquer pourquoi ce produit donc en fait on est beaucoup passé par des relais d'opinion, comme je te disais, la presse et aussi tout ce qui est blog. On était parmi les premières marques de joaillerie à s'intéresser au monde des blogs. Encore une fois, hein, je te parle de 2011-2012. À l'époque, Instagram, il n'y avait pas, Facebook, c'était encore un peu le début. Et par contre, les blogs, c'était assez à la mode. Mais les marques de joaillerie s'y intéressaient pas du tout, parce que les quartiers, etc., pour eux, c'était un peu des petites nanas qui se prenaient en photo, ils se disaient qu'est-ce que c'est. Et donc nous, on a fait beaucoup de partenariats avec des blogueuses qui avaient en fait cet espace, si tu veux, pour raconter une histoire. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc on l'a fait comme ça. Et pour terminer, peut-être, si je reviens sur les relations presse, je pense qu'un truc qu'on a fait qui était en fait un bon choix, mais sur le coup, c'est arrivé un peu par hasard, c'est qu'on a beaucoup choisi d'investir sur la presse que j'appelle corporate, c'est-à-dire la presse, je parlais Figaro, etc., au contraire de la presse produit. Alors que comme tu le disais justement, on est une marque produit, puisqu'en fait on est une marque de bijoux, donc on aurait a priori plutôt envie de montrer nos produits. Et en fait ça, j'ai compris assez rapidement que c'était complètement bouché, qu'en fait la terre entière est annonceur pour Madame Figaro et compagnie, que nous on n'avait pas les moyens de payer. Oui, en plus on est un pays où la mode pour les femmes, il y a beaucoup d'acteurs. Exactement. Premièrement, beaucoup de concurrence, et en plus quand même un milieu, si tu veux, qui est beaucoup trusté par des annonceurs, qui fait que si jamais tu essaies juste d'avoir des papiers gratuits, c'est assez difficile. Et donc je me suis rendu compte que avec une histoire qui était intéressante, qui était peut-être un petit peu différente en étant une femme, j'allais pour le coup réussir à attiser l'intérêt d'une autre presse qui est tout aussi intéressante pour nous, parce qu'en plus nous on s'adresse vraiment à des personnes éduquées qui du coup lisaient, tu vois, ces médias-là, les French Web, enfin tous ces médias-là. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment contre-courant. Parce que de base je pourrais me dire, je vais essayer d'aller dans Elle, je vais essayer de même pourquoi pas Psychologie Magazine qui va avoir plein de femmes, parce qu'en plus c'est pas dans l'inconscient les médias que tu as cités, les médias les plus féminins. Ah non, complètement. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes qui me disent « je veux lancer ma boîte, comment je fais pour sortir du lot, pour me remarquer ?» En fait, il faut faire des choix qui sont des vrais choix, pas le pauvre petit choix, tu vois, où tu dis « je vais essayer de faire un peu de la presse féminine, où tout le monde le fait, parce qu'en fait, tout le monde fait la même chose que toi, donc c'est très difficile. » Je pense qu'il faut prendre des risques, faire des choix assez drastiques, comme là, ça a été le cas. Finalement, c'était un choix assez drastique de faire de la presse corporate, de la même manière que lancer un Charros dans le métro en 4x3. Je raconte de temps en temps cette histoire, mais elle est vraie. Honnêtement, c'était tellement fou à l'époque. Mais alors, raconte un petit peu. Donc, t'es allé voir une agence ? Je suis allée voir une agence. En fait, c'est même pas ça. C'est la marque se développait bien. On était en 2014, donc ça faisait, tu vois, 3 ans. On se développait bien. On était, je dirais, une vingtaine de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'on avait vraiment besoin de passer un cap. Et je me suis dit, ok, si on veut passer un cap, il faut qu'on fasse un truc un peu fou. Tu veux dire que la croissance commençait à diminuer ? À l'époque, elle était encore assez solide, mais je sais pas toi, en tant qu'entrepreneur, en fait, t'as toujours un peu enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup comme ça, assez intuitive, je pense, et donc, je sentais qu'elle allait commencer à stagner. Je sentais que ça allait encore, mais que dans quelques mois, si on faisait pas quelque chose de radicalement différent, il
il y allait avoir un problème. Et donc, un tout petit peu en avant des soucis qui allaient arriver, je me suis dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose d'assez drastique, qu'on prenne un risque pour se faire remarquer. Et donc, comme tout risque, ça fait peur, mais c'est aussi pour ça que ça marche, ou pas, mais en tout cas, il faut essayer. Et donc, je me suis dit, OK, le risque concrètement, c'est qu'on va essayer de faire une campagne d'affichage. J'avais en tête, je m'étais pas trop posé la question, pour moi, c'était évident que c'était le métro, pour plein de raisons que je pourrais évoquer avec toi si tu veux, mais c'était assez évident pour moi que c'était le métro, et je voulais une créa qui sorte du lot. À ce stade, c'était assez simple, c'était ça. Le dernier facteur clé de succès pour moi, c'était on va investir un budget qu'on n'a jamais imaginé investir pour une boîte de notre taille, si tu veux, dans une campagne. Donc, il y avait un vrai risque, tu vois, qui n'était pas juste un risque d'image, c'était un risque financier quand même pour l'entreprise. Je me rends pas compte, c'est quoi les budgets déjà de passer par une agence quand même d'un certain niveau pour créer une créa comme ça? Alors, évidemment, tout est possible. Tu peux, j'imagine, passer par des agences qui te font un prix très compétitif qui peut peut-être coûter 5 000 euros, 10 000 euros. Là, pour te donner une idée, hors achat média, c'est-à-dire hors l'achat métro, rien que la publicité nous a coûté quelque chose comme 80-90 000 euros. Ce qui, à notre échelle, franchement, à l'époque, était énorme. Énorme. C'est clair. Et même encore aujourd'hui, franchement, ça reste des pour grosses une sommes. créa, tu pourrais te dire, je peux le faire moi-même, mon chat Photoshop. Alors, je suis bien contente qu'on l'ait pas fait, parce que je peux te dire que c'était pas évident de réussir à faire tenir ce petit chaton trop mignon en place. Mais ouais, concrètement, ça paraît fou, quoi, quand tu penses. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'en ai parlé à mes associés, ils m'ont dit, mais t'es une grande malade, en fait, parce qu'on va pas mettre 80 000 euros dans une créa où il y a une chance sur deux pour que ça soit complètement foireux ton truc. Et c'est vrai, ils avaient raison, je veux dire, intellectuellement et rationnellement, c'était extrêmement risqué. Mais moi, je suis assez convaincue que, en fait, dans la vie, on n'a rien sans rien et qu'il faut jamais prendre un risque qui met en péril la vie, la pérennité de ton entreprise ou de ta santé, ou etc. Mais si tu prends pas un vrai grand risque sincère, tu t'arrives jamais à faire de grandes choses non plus, tu vois. Donc, il y a un moment donné où on a les effets de ce qu'on donne. Et en l'occurrence, je savais qu'on était à un moment dans l'histoire de notre entreprise où on avait besoin de passer un cap. J'en étais vraiment intimement convaincue. Et donc, je me suis dit, OK, on va prendre ce risque. Une fois de plus, ça ne mettait pas en péril l'entreprise, ces 80 000 euros. Oui, ça te stretch, c'est challengeant, voilà. mais dans le pire des cas, tu peux continuer de vivre. Exactement. Ça aurait été très pénible, mais on aurait pu continuer à vivre. Et donc ça, c'était la première décision. La deuxième décision, donc, c'était de passer par une agence, de choisir l'agence. Et donc ça, j'ai fait un bon vieux benchmark. Et justement, comment on choisit une agence? Parce que c'est très créatif. C'est très créatif. En plus, ce qui est difficile, c'est que tu te dis, OK, même s'ils ont fait des super créas, tu sais pas quel était le brief de départ. Donc, est-ce que, tu vois, ils l'ont bien exécuté, pas bien exécuté, on n'en sait rien. Écoute, franchement, c'est pas évident. Moi, je suis passée déjà par une première phase qui était un audit, en fait, de plein de grandes agences ou moyennes agences et de leur création. Et donc, je voulais juste voir quelles étaient assez simplement les créations qui me touchaient le plus. Et assez rapidement, j'ai identifié une agence qui me plaisait beaucoup. Alors, on va leur faire un petit coup de pub. BETC, qui est une des plus grandes agences au monde, une agence française fondée par Mercedes Serra. Et en fait, c'est juste que, je sais pas si tu te rappelles de cette pub Air France assez magnifique où tu voyais un couple danser, c'était au cinéma. Tu voyais un couple danser, c'était extrêmement poétique. Et cette pub-là, je m'en étais rappelée, je m'étais dit, mais qui est l'agence qui a fait ça? Et il se trouve que c'était BETC. Donc ça m'avait un peu marqué. Et puis quand j'ai commencé à creuser, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de créas qu'ils avaient réalisées, que j'aimais beaucoup. Je les trouvais à la fois poétiques et extrêmement bien exécutées. Mais bon, après, j'avais sélectionné dans mon panel d'autres agences. Et l'étape d'après, c'était de les rencontrer et de voir en fait quelles étaient l'équipe avec laquelle j'avais le meilleur fit. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce qu'au-delà de la partie créative, c'est t'as quand même des gens en face de toi. Et si ces personnes comprennent pas bien ta marque, s'ils n'ont pas vraiment envie, surtout quand c'est des grosses agences avec une petite boîte, tu vois, tu peux te retrouver dans un scénario dans lequel, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais c'est les stagiaires qui gèrent ton dossier parce que tu payes moins bien qu'Air France. En fait, j'avais vraiment besoin de sentir que les personnes en face de moi avaient envie, étaient hyper motivées par le projet. Donc, tu as pu rencontrer les créas qui allaient travailler sur ton projet. Ouais. Parce que c'est souvent le risque, c'est que tu as un commercial qui est très bon, même pourquoi pas très charismatique, ou voir le fondateur. Et après, la personne qui va gérer, c'est pas seulement valable qu'en agence, ça peut être les boîtes d'avocats ou le prestat à la fin, c'est pas celui qui t'a acheté en fait. Ça, faut être hyper intransigeant et je pense que c'est une erreur qu'on a tous commis quand on débute un peu, on va dire, dans la gestion de fournisseurs, qui est normal que, comme tu dis, t'as le fondateur qui te vend très bien sa soupe et puis après, hop, t'as quelqu'un d'autre qui est peut-être pas mauvais, mais qui est pas non plus la personne pour laquelle t'as signé. Et donc, il faut juste être très très clair sur qui sont les personnes qui vont travailler collectivement sur ton projet. Et c'est d'autant plus important, je trouve, dans une agence créa dans laquelle, en fait, moi, j'avais envie de savoir concrètement qui était la personne qui avait fait la pub Air France, tu vois. Enfin, pour moi, c'était hyper important. Donc, la pub Air France, si je comprends bien, c'est une vidéo.
C'est une vidéo, ouais, celle-ci. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu te dis pas, et si tu parlais du métro, qu'est-ce qui fait que tu te dis pas, bah tiens, je vais investir ces 80 000 euros pour qu'on produise une vidéo super créative. En plus, on pourrait en imaginer avec les bijoux, clairement. Il y en a plein, les grandes maisons, elles en font des pubs. On pourrait imaginer, j'imagine, un truc hyper créatif qui en plus a plus d'espace pour raconter le côté humain. Et tu vois, limite, ce que tu as raconté pourrait être joué avec des acteurs. C'est-à-dire le côté, je vais dans une grande maison, je me sens rabaissé. Pourquoi tu pars pas sur la vidéo et tu pars sur l'image ? Écoute, si tout ceci avait eu lieu en 2020, 2021, 2022, peut-être que j'aurais fait un choix différent. Mais en 2011, j'avais cet instinct en fait que le métro était le bon endroit pour nous pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'en fait, c'était un lieu qui était pas très beau. Et ça l'est toujours d'ailleurs, mais pas très beau, et où donc j'ai senti qu'il y avait une opportunité au niveau de l'achat média, parce que assez rapidement, je me suis rendu compte que les annonceurs, en fait, trouvaient que c'était pas terrible le métro, et donc les annonceurs de luxe, type LVMH, etc., délaissaient, si tu veux, le métro. Et donc je me suis dit, s'ils n'ont pas beaucoup d'annonceurs qui sont un peu en galère, je vais pouvoir mieux négocier les prix. Et donc ça, c'est vrai que c'est un arbitrage que je fais assez souvent en tant que marketeuse, on va dire, c'est au-delà du média, à quel point il m'intéresse, de me dire, ok, où est-ce qu'il y a une opportunité ? Où est-ce qu'en fait, je peux avoir plus que la moyenne des gens, on va dire, ou que je peux avoir plus que ce que mon argent normalement me permettrait d'avoir. Typiquement, face à face à un LVMH qui va avoir énormément de budget, en fait, eux, ils vont plutôt aller sur d'autres médias. Moi, je vais pouvoir aller là et finalement avoir un rapport effet-prix qui est très intéressant. Donc ça, c'était la première chose, je pense, c'était de me dire, le métro, quand même, au niveau du rapport qualité-prix, ça m'a l'air d'être sacrément intéressant. L'autre chose, c'est que même si je suis complètement d'accord avec toi sur l'histoire du storytelling, le fait que ce soit en 4x3 et qu'il y ait énormément de répétitions, à un moment où on était moins dans une démarche de storytelling, mais plus à un moment où on voulait vraiment avoir de la notoriété, pour moi, c'était ça la clé. C'était de me dire, si je suis dans le métro, en fait, je vais avoir 400 affiches pendant une semaine, 2 semaines, et je vais pouvoir en faire. Les gens, en fait, ils vont avoir une répétition récurrente, si tu veux, de notre créa. Donc, si j'arrive à toucher du doigt quelque chose de juste, en fait, ils vont finir par se rappeler de nous. Alors que si tu es au cinéma, par exemple, les gens, ils vont pas au cinéma non plus tous les 4 matins, tu vois. Tu es vraiment dans une logique d'impression. Je veux que ça ancre dans l'inconscient, que tu deviennes une marque que tout le monde connaît. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas vraiment Facebook, il n'y avait pas vraiment Instagram. Donc, en fait, tu n'avais pas tellement de choix non plus, tu vois. Même YouTube, c'était encore le début. Donc, en fait, au final, la vidéo, à part le cinéma et la télé, mais là, c'est des budgets qui sont encore supérieurs, j'avais pas énormément d'opportunités. Donc c'était aussi, si tu veux, pour une raison, on va dire, un peu pratique, tu vois, que le métro était quelque chose de très intéressant pour nous. Et donc typiquement, ce mindset-là, qui est un super mindset, un peu cette idée, ça me fait penser dans les investissements où tu cherches un investissement asymétrique, c'est-à-dire que ton niveau de risque, il est asymétrique par rapport à ton niveau de gain. Comment tu t'y prends aujourd'hui, typiquement avec là où tu en es dans ta boîte, même tes 2 activités, tu en as peut-être une troisième, je sais pas, mais en tout cas les 2 activités que tu as décrites, comment tu t'y prends pour arriver à trouver ces opportunités où potentiellement elles sont sous-exploitées, tu te dis tiens là on pourrait aller, j'en sais rien, ça pourrait être, on va aller sur TikTok parce que pour l'instant il y a personne. Comment ça se passe en fait, c'est quoi ton... Alors c'est pas facile parce qu'en fait, en effet, tu vois, c'est un bon exemple, TikTok versus Instagram. Aujourd'hui, Instagram, tout le monde considère que c'est le Graal, limite si t'as pas, je sais pas, plusieurs milliers de followers, en fait, t'es un peu, considéré comme personne, si tu veux, c'est même assez triste, je trouve. Et en même temps, du coup, c'est utile en tant que marketeur d'être bon sur Instagram parce que ça t'ouvre énormément de portes. Mais donc, en fait, je trouve qu'il y a toujours cette question de se dire, est-ce qu'il faut que je sois là où c'est, en ce moment, tu vois, le feu, c'est-à-dire un peu New York dans les années 2000, tu vois. Est-ce qu'il faut que je sois au centre de Wall Street, ou est-ce qu'en fait, j'ai un pied dans Wall Street, mais je veux aussi avoir un pied à New Delhi ou à Mumbai en Inde, parce que je sens que là-bas, en fait, ils ont une croissance de 8%. Pour l'instant, c'est peut-être un peu la merde, mais bientôt, ça va être quand même hyper intéressant. Tu dis ça en rigolant ou tu es en train de réfléchir à aller dans d'autres pays? Non, je dis pas. Je connais bien l'Inde parce que j'ai travaillé là-bas, donc il se trouve que j'ai un pays que j'adore en plus, et je trouve que les Indiens sont absolument géniaux. Mais oui, on va aller à l'international. L'Inde ne fait pas particulièrement partie des pays qu'on regarde pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est, je prenais une image, tu vois, avec New York et l'Inde, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut toujours avoir un pied dans, on va dire, la référence, surtout quand tu commences à pouvoir te le permettre, parce que c'est pas facile, mais c'est utile pour assurer ta légitimité. Mais après, je pense qu'il faut toujours consacrer une partie importante de son budget, de son énergie et de son temps sur, en fait, des petits risques, mais qui te permettent d'avoir un potentiel upside hyper important. Donc, une opportunité potentielle beaucoup plus importante dans l'avenir que la référence qui est plus, en fait, ton fond de roulement, quoi. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, à ce stade, c'est toi qui gères c'est un peu parce que c'est une forme de veille, avoir plein d'idées, des nouveaux médias, des nouvelles opportunités, puisque c'est comme, tu vois, j'ai un pote qui m'a dit, en fait, je me suis rendu compte que sur le même média, par exemple Facebook, que pour moi, ça marchait trop bien de faire des pubs la nuit. Parce que y a plein d'annonceurs qui mettent moins la nuit.
Donc c'est quoi toi? C'est toi qui fais ça? Comment? Pas bête. Pas bête, exactement. Tu vois, je suis allé au restaurant il y a 2 jours et j'ai vu une pub dans les toilettes. Je me suis dit, tiens, la personne qui a pensé à faire ça se trouve, elle a saisi une opportunité de... Donc ça marche que pour les hommes, pour le coup, c'est à la toilette debout. Et c'est qui dans ta boîte aujourd'hui qui gère ce truc de veille, de dire tiens, où est-ce qu'on a une opportunité, faire en sorte que régulièrement on prenne des petits risques et trouver effectivement, moi ça s'est passé comme ça pour moi, même au tout début, où j'ai testé plein de sites de pub et en fait je m'étais rendu compte à l'époque que OVS par exemple, on va sortir, était génial pour moi pour démarrer. Ça serait pas utile aujourd'hui, mais ça me permettait d'avoir les premières personnes et j'en ai testé plein de médias. Mais c'est vrai que typiquement dans mon quotidien, là, je vais être ma tête dans la gestion des équipes, le recrutement, la vision, les produits. Je vais moins avoir ce côté... Comment tu t'y prends en fait pour arriver à... Alors, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je suis à un moment dans l'histoire de ma boîte où, avec Gemio, on est à peu près 60 personnes. Et donc, il y a une équipe, si tu veux, qui est suffisamment solide pour être les bonnes personnes pour réussir à gérer le référent Instagram ou le Wall Street. Donc, le principal. Le principal. Et donc, moi, mon rôle précisément, c'est d'aller maintenant... C'est le pirate. Et c'est le pirate, et c'est ce qui m'éclate, honnêtement. Enfin, toi, c'est pareil, je suis sûre, en tant qu'entrepreneur. C'est là où on est bon, en fait. C'est de continuer, justement, à aller farfouiller, aller chercher les trucs, à souvent avoir des idées de merde, il faut le dire aussi, mais au moins on teste et on est tout le temps en train d'essayer d'être, comme le disent les marins, au vent de la bouée, c'est-à-dire on n'est pas dans la réaction, mais on est dans l'anticipation. Et comme d'habitude, pour avoir une bonne idée, faut en tester 80 un peu pourris, mais moi du coup ça m'éclate bien. Donc je te dis pas que je ne fais plus du tout de management, que je fais plus du tout de gestion opérationnelle, si, mais j'essaye de consacrer, et c'est en fait en tout cas mon objectif principal pour les prochaines années, de consacrer de plus en plus de temps à cette partie-là et de moins en moins de temps à la partie, on va dire, purement de gestion opérationnelle, que je ferai toujours un petit peu, mais sur laquelle en fait, j'essaye justement de faire monter suffisamment mes équipes pour pouvoir en fait leur confier un peu les clés, tu vois. On va revenir sur la gestion de la boîte, ça m'intéresse vraiment. Une question qui aide beaucoup, je vois à chaque fois, c'est une question qui revient. Enfin, les gens vraiment aiment ce moment-là parce que souvent on parle justement des réussites, on voit des entrepreneurs dont tu fais partie qui sortent du lot. Et donc des fois il y a un effet de comparaison en se disant putain mais c'est incroyable ce que cette personne a fait, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est incroyable ce que tu as fait en soi. Merci. Ça fait du bien de voir un petit peu les challenges et par quoi on passe. C'est quoi une victoire qui a été douloureuse à aller chercher? Un truc où tu l'as voulu, ça a pris du temps, ça a été des galères, ça a été des conflits, peu importe ce que c'est. Et de me la raconter comme si je pouvais le vivre au travers de tes yeux. C'est-à-dire du début, peut-être je rêve de faire ça, et des illusions, par quoi tu passes, jusqu'à la victoire. C'est une très bonne question. Quand je dis la douleur, ça peut être t'as été challengé, t'as eu peur, il y a eu un conflit, il y a eu un truc qui a pas marché. Ou alors l'autre direction, ça peut être aussi top, ça peut être un truc qui pour le coup a été un challenge et comment avec du recul, ça t'a appris quelque chose. T'as ressorti grandi. Ça peut être une autre manière d'aller l'amener, c'est une autre forme de réussite. Quelque chose qui est intéressant et que peu de gens savent, c'est que le Charo, c'est notre 3e campagne d'affichage. C'est la 3e fois qu'on avait essayé de faire une publicité. Donc tout le cheminement dont je t'ai parlé, il est réel. Mais en fait, il a fait suite à 2 échecs. J'avais cette vision que Gemio devait réussir à créer de la notoriété via le métro pour la raison que je t'ai évoquée, parce que pour moi, c'était le média avec le meilleur rapport qualité-prix et avec le meilleur impact versus répétition. Donc ça, c'était très clair dans ma tête. Par contre, réussir à avoir la bonne créa, c'était une autre paire de manches. Il n'y a pas que la créa, il y avait aussi le mécanisme en fait qu'on allait prendre dans le métro. Et en fait, ce que peu de gens savent donc, c'est que j'ai fait 2 fois des tests avec d'autres agences. Alors raconte-le-moi ça, je veux être avec toi dans ce qui se passe. Qui ont complètement foiré. Donc t'es allé voir d'abord une première agence. Je suis allée voir une première agence, c'est même pire que ça, je suis allée voir un ami qui est un de mes mentors en marketing en lui disant « Écoute, je veux faire une campagne dans le métro, je sais pas comment m'y prendre, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas comment on achète tu vois, de l'espace dans le métro, sans te parler de la créa, 4x3, enfin ça me paraît énorme et tout. » Et il me dit « T'inquiète, j'ai un copain qui est un créatif, brillant au demeurant. Cette personne-là va t'aider et en plus te fera un très bon rapport qualité-prix. » À l'époque, on était en 2013 ou 2012, donc c'était vraiment 2 ans à peine après la création de ma marque. Et donc autant te dire que j'étais déjà encore assez novice en marketing, premièrement. La marque n'était pas du tout implantée et puis on avait très peu de moyens. Donc moi je me dis, super opportunité, on va pas passer par une agence, ça va être quelqu'un en direct qui est lui-même en train de créer sa boîte, donc c'est parfait. Un ancien créatif, tu vois, qui
qui vient de quitter une grosse agence pour créer sa boîte. Le contact se passe très bien, la personne est géniale, hyper sympa. Mais en fait, cette personne-là était hyper bon créativement, mais n'avait pas compris fondamentalement notre marque. Je pense qu'il avait une vision qui était sa vision de la joaillerie, mais il n'avait pas compris, et peut-être que moi, j'avais pas réussi à bien l'exprimer, qu'est-ce qu'on essayait de faire, qu'est-ce qu'on essayait d'avoir comme message. Et donc, en fait, il a fait une créa, et il a très bien fait son travail au sens où elle était jolie. C'était quoi Ouais, c'était en fait une grande bague en énorme, donc sur un fond noir. Donc déjà, pas du tout nous le fond noir, parce que nous, on est une marque où on essaye de créer un engagement, on essaye de créer de la proximité, tu vois, de l'accessibilité. Le fond noir, déjà, ça fait un peu peur, ça casse. Enfin, c'est les codes habituels de la joaillerie. Ça pourrait être le luxe aussi, ça pourrait être parce que le fond noir, il pourrait être aussi le côté proximité intime. Ouais, mais là, justement, c'était le côté luxe, mais un peu luxe austère, tu vois, de la marque un peu froide au-dessus, qui essaye de montrer justement qu'elle est au-dessus. Ce qui n'est pas du tout notre démarche. Et une fois de plus, je lui en veux pas parce qu'il a essayé de faire comme il pouvait, mais je pense que j'ai pas réussi à faire passer mes messages. Et donc, une très grande bague en énorme qui fait quasiment la taille, si tu veux, du 4x3 du métro. Donc, c'est quand même 4 mètres par 3 mètres. Hein. C'est énorme comme taille de bague. Donc, ça, plutôt sympa niveau produit, mais qui raconte pas une histoire. On a juste un bijou qui, en plus, était un bijou un peu lambda. C'était une alliance en fond noir avec le logo tout simplement. Et donc, il n'y avait pas d'histoire. Il se passait rien. Ouais, juste quand tu vois ça, toi, déjà, parce que là, tu le vois, tu le comprends avec du recul, mais quand tu vois ça, tu te dis quoi la première fois, quand tu vois la créa? Alors, je suis quand même fière parce que je me dis, surtout la première fois que je la vois dans le métro, ça fait quand même quelque chose, tu vois, quand tu vois en énorme ta boîte en 4x3 dans le métro, je suis quand même très fière. Je me rappelle d'ailleurs très bien, je suis allée me prendre en photo devant, j'étais en train de sauter comme une dingue, tu vois, avec toute l'équipe, on avait été faire une photo, on s'était mis tous les 10 devant, on était contents. Donc j'étais quand même fière, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas et c'est marrant parce qu'en fait, je pense, et ça c'est souvent un problème que j'ai pu avoir et je crois que pas mal d'entrepreneurs l'ont, c'est qu'en fait, j'ai essayé de faire quelque chose d'intelligent. J'ai essayé de faire quelque chose d'intelligent, mais qui n'était pas sincère. Parce qu'en fait, j'ai essayé de suivre l'avis de cette personne qui était quelqu'un d'intelligent, qui m'a dit « Tu vas voir, les codes du luxe, c'est le noir, il faut que vous soyez statutaire, on va mettre un produit en énorme, c'est ça qui va faire que ça va vendre. » Donc, d'une certaine manière, quelque chose, tu vois, qui était un peu trop réfléchi. T'as vu le truc, ça te plaisait, t'étais contente, c'était un symbole, t'as pris ta photo, mais au fond, tu doutes, t'as une partie de toi qui doute de ça va marcher? J'ai une partie de moi qui me dit « Ça n'est pas nous. » Ça n'est pas nous, ça n'est pas moi, ça n'est pas notre marque. Et j'ai une partie de moi qui me dit, ouais, il n'y a pas d'émotion si tu veux. C'est intelligent, c'est bien exécuté, mais c'est chiant. Alors, franchement, c'était chiant. Mais c'est super intéressant. Du coup, imaginons que toi, là, du présent, tu peux retourner dans le passé. Est-ce que tu penses qu'avec ce créa-là, avec ce que toi, tu sais aujourd'hui, tu aurais pu t'aider toi-même à arriver à créer une créa qui, en tout cas, marche beaucoup mieux? Avec ce truc de... c'est pas toi, c'est pas émotionnel. Est-ce que ça aurait pu fonctionner? Ou entre guillemets, c'était voué avec cette personne-là, pour ce projet-là, à ne pas fonctionner? Je pense que cette personne n'est pas la bonne personne pour travailler avec nous parce que c'est un homme qui a on va dire, une identité personnelle très forte, un caractère très fort, et c'est d'ailleurs les raisons de son succès aussi. C'est quelqu'un d'assez médiatique dans le monde de la publicité, donc en plus c'est vraiment une superstar, hein, le type. Et il a accepté de le faire, et je le remercie encore, à un prix qui défiait toute concurrence, par amitié pour son ami qui était mon investisseur et mon mentor. Mais je pense qu'en fait, cette personne avait une trop forte personnalité et qu'il n'arrivait pas à l'adapter à notre marque qui était très différente. C'est un homme, il est extrêmement masculin. Je ne vais pas rentrer dans des clichés si tu veux, mais c'est quelqu'un, en fait, je pense qu'il s'adressait à des hommes et c'était sa vision de la joaillerie pour des hommes. Alors que nous, en fait, on voulait créer ce sentiment de proximité, d'humanité au travers de nos créations. Je ne vais pas revenir sur le chat rose, mais en fait, il y avait une vision qui était complètement incompatible et je pense qu'il ne comprenait pas ce qu'on essayait de faire. Donc, jusqu'à présent, je pense que c'était pas la bonne personne et je pense que le choix fondamental, au-delà du fait que je me suis pas écoutée et que j'ai essayé de faire ce qui était bien, et ça c'est un peu le syndrome de la bonne élève que j'ai pu avoir très souvent si tu veux dans ma vie d'entrepreneur. Là c'est un exemple typique qui est que j'ai pris une superstar, je me suis dit c'est une superstar, c'est lui qui sait. Donc c'est ta tête qui choisit. Et donc comme il sait, en fait je ne m'écoute pas, je n'écoute pas mes instincts pour savoir si moi j'y crois ou pas. Je vais faire ce qu'il me dit parce que c'est lui qui est le sachant. Oui, en plus ton mentor investisseur lui aussi est un sachant entre guillemets. Donc je les écoute quoi. Exactement, je les écoute. Et t'avais vu ces créas, t'avais vu un portfolio avant de valider avec lui? Ouais, tout à fait. Et tu ressentais ça aussi dans ces créas? Je trouvais que ces créas étaient géniales. Je m'étais pas posé la question de est-ce que c'est adapté à nous. Je trouvais juste qu'elles étaient géniales. Et elles sont géniales ces créas. Mais avec du recul aujourd'hui, en voyant le portfolio, ça te suffirait à dire c'est pas nous ça? C'est évident. Évident. C'est quelqu'un qui jouait beaucoup sur l'humour. C'est quelqu'un qui était... il est très piquant. C'est pas du tout nous si tu veux. Ça, c'est un très bel insight. Et donc ça, c'est la première.
Et qu'est-ce qui se passe? Donc vous la mettez, donc si je me rends pas compte, c'est dans le métro, tu choisis quoi? Tu choisis un nombre de... Alors tu choisis un dispositif, donc une mécanique si tu veux de combien d'affiches tu veux mettre dans le métro, pendant combien de temps, etc. Nous on a pris une semaine qui est un peu le standard, et on avait pris à l'époque pas énormément de ce qu'on appelle des quais, c'est-à-dire d'affiches dans le métro. C'est quoi pas énormément? Je me rends pas compte. On en avait pris à l'époque 200, donc il y avait 200 affiches dans tout le métro qui étaient pendant une semaine disséminées dans toutes les stations de métro parisiennes. Et deuxième insight que je te partage, je me dis, non seulement la créa, je la sens pas, mais en plus ce dispositif, moi qui voulais créer de la répétition et de l'impact, en fait, là, franchement, j'en vois un toutes les 4 stations, c'est pas génial. Et donc, en fait, je me dis, il y a un petit problème aussi qui est qu'il y a un problème d'impact. Donc c'est quoi l'idée? C'est pas assez bold à ce moment-là, pas assez... Pas assez de volume, pas assez concentré. Mais c'est le coût, j'imagine que c'était le coût aussi qui te faisait viser ce truc-là. Oui, mais en fait, tu sais comme moi certainement qu'en fonction de ce que tu peux décider de cibler très étroitement sur moins de monde, mais de manière très concentrée, versus être très large, si tu veux, sur beaucoup de monde. Et en fait, le standard que te proposent les régies, c'est d'avoir en fait un espace qui est très très peu concentré. Donc en fait, tu vas avoir effectivement une affiche toutes les 4-5 stations, mais par contre, tu couvres l'ensemble de Paris. Au final, je ne veux pas te révéler trop tôt ce que j'ai fini par faire, mais j'ai fini par en fait complètement changer le plan média et concentrer très fortement sur quelques arrondissements les créas, de telle sorte que par contre, quand tu passes par ces arrondissements, là, tu ne pouvais pas passer à côté. Intéressant. Et donc la deuxième créa, là, tu t'y es pris comment? La deuxième créa, j'ai pas beaucoup appris de ma première erreur. Comme quoi, pas très rapide la belette. Je me suis dit... Donc la première, tu te dis quoi? Alors du coup, c'est intéressant, si tu recommences, la première, tu t'es dit quoi? La première, je me dis, le problème, c'est pas la créa. Je me dis, le problème, c'est le dispositif média. Ah oui, donc t'as résolu un problème. J'ai résolu un des problèmes. Enfin, plus ou moins. Et donc, en fait, je me dis, OK, il y a un problème de dispositif, c'est pas du tout assez visible, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et par ailleurs, on peut quand même un peu améliorer la créa, mais globalement, c'était assez similaire à ce que j'ai fait. Donc, je suis repassée par la même personne la deuxième fois. Intéressant. Puisque du coup, je n'avais absolument pas réalisé qu'il fallait que je change dramatiquement, tu vois, la manière en fait dont on allait gérer la création. Et donc, je lui dis, en fait, on refait la même. Tu me prends un fond noir, le logo, juste on change le bijou, on met un bijou encore plus gros, cette fois en rouge pour que ça se voit plus. Je me dis, encore plus interpellant, tu vois. Et on va le mettre dans le métro. Et cette fois, au niveau créa, on sera bien. En revanche, il faut que je change complètement le dispositif média. Et donc, là, effectivement, je veux quelque chose qui soit beaucoup plus concentré en valeur. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai beaucoup discuté avec la régie Média Transport, qui est donc la régie du métro, pour justement leur dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, pour un prix quand même qui soit raisonnable pour nous, j'ai autant d'affiches, mais qui ne soient pas disséminées partout dans Paris, mais très concentrées sur certains arrondissements. Et comment tu les as choisis, les arrondissements? Je les ai choisis, en fait, je les ai pris de manière centrale, parce que je me suis dit, en général, les gens passent tous dans le centre de Paris à un moment donné, genre Châtelet, etc. Donc, je préfère avoir peu d'affiches, mais très concentré sur le centre de Paris où tout le monde passe, plutôt que d'être, tu vois, sur les périphéries où au final, il n'y a que les personnes qui habitent dans les périphéries ou qui travaillent dans les périphéries qui y vont. Et donc ce phénomène de densité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une photo par quai? Alors tu choisis pas exactement une photo par quai, mais tu choisis globalement d'avoir toutes tes photos sur un certain nombre de lignes et un certain nombre d'arrondissements. Donc tu choisis quand même assez spécifiquement, et moi c'était vraiment, tu vois, tous les arrondissements 9e, 2e, enfin vraiment les plus centraux de Paris, 3e, etc. Et d'autre part, j'ai choisi un autre dispositif qui s'appelle le Massif Quai, mais c'est très technique, David, ce que tu me demandes. Le Massif Quai, pour ceux que ça intéresse, qui est qu'en fait, tu as le quai en entier. C'est-à-dire que là, tu te fais la totale et tu as un quai entier avec uniquement ta créa. Tu l'as peut-être déjà vu, ça, c'est pas possible de faire dans toutes les stations, mais par exemple à Odéon, par exemple à Franklin Roosevelt, tu peux avoir l'intégralité du quai avec entièrement ta créa. Et donc, j'ai pris ce dispositif. C'est super intéressant parce que moi, de base, je me serais dit, alors tous les quais, entre guillemets, ça fait sens parce que tout le monde va le voir. Mais je me serais dit, pour le coup, parce que j'imagine que du coup, il y a un sacré coup à prendre tout le quai, que ça soit pas le plus rentable. Le plus rentable. Eh bien, ça ne l'est pas, tu as raison. Mais j'ai appris que, en fait, en tout cas dans mon métier, la rentabilité n'est pas la clé. Ce qui compte, c'est l'impact. Et je préfère avoir une opération qui est moins rentable, mais qui va avoir un réel gros impact sur mon audience pour qu'elle se rappelle de moi. Donc ouais, moins rentable, ce que tu veux dire, c'est que ton retour en vente dans le temps de la campagne
chaque affiche me coûte plus cher, si tu veux, comme tu l'as très bien compris, quand c'est sur un quai et qu'elles sont toutes mises ensemble, versus si je les dissémine un petit peu partout. Mais au final, si jamais, moi, mon objectif, c'est d'augmenter la notoriété de ma marque, ce que je veux, c'est être impactant. Je veux qu'ils se rappellent de moi. Quand tu vois un quai entier avec ta bague en énorme rouge, faut que tu visualises. Partout, en plus, elle est pourrais les retrouver ou pas, ces affiches? Je sais pas si j'ai trop envie de te les montrer parce qu'elles sont quand même pas très belles. Mais tu peux pas passer à côté. Je mettrai le chat à côté pour que ça soit fair. Tu peux pas passer à côté, tu vois. Et du coup, c'était un peu ça l'insight. Et donc, au final, cette deuxième fois, tu me demandais qu'est-ce que j'en ai appris. La première fois, je me suis plantée sur tous les tableaux. La deuxième fois, mais comme quoi on apprend lentement, hein, j'ai appris un truc qui est OK, il faut que je change de dispositif, mais la créa n'était encore pas la bonne. Et donc, malgré le fait que mon dispositif là était le bon, franchement, la créa, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Mais en gros, les résultats n'étaient pas excellents. Les gens nous parlaient pas de cette campagne. Enfin, tu vois, personne m'en parlait, alors qu'on avait investi massivement dessus. Parce que c'est ça qui est challengeant, je pense. Enfin, si je me mets à ta place, parce que c'est pas comme si tu fais ça depuis 10 ans, donc t'as pas de contraste, t'as pas de point de comparaison. Entre guillemets, l'avantage d'une pub Facebook, c'est que si tu as bien géré ton pixel, ton tracking, tu peux vraiment, c'est le gros intérêt, surtout quand tu démarres, je mets 1000, combien je vends? Dans une stratégie un peu de awareness, je sais pas comment dire en français, notoriété. De notoriété. Ce qui est complexe, c'est comment tu mesures, et c'est ce qui me fascine toujours avec les grandes marques, quand tu vas voir justement l'iPhone de partout, c'est comment tu mesures à quel point, parce que la peur, ça pourrait être de se dire, en fait, ça se trouve, là, je suis dans mon délire, en train de cracher mon cash. Ok, il est de partout, mais comment j'arrive à apprécier, à mesurer l'impact d'une campagne en termes d'impact? Parce que c'est facile de la mesurer en termes de vente dans les semaines qui viennent. Comment tu mesures l'impact d'une campagne? J'ai 2 mots. Les signaux faibles. En fait, tu n'as pas le choix. Et en tant que marque de joaillerie, je vais te donner quelques chiffres, ça va t'éclairer. Les personnes qui passent commande chez nous, déjà, mettent entre 6 et 9 mois avant de passer commande. 70% de notre trafic est féminin, 70% de nos ventes sont masculines. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nanas vont faire leur shopping sur notre site, regardent, adorent les bijoux, etc. et demandent à monsieur de passer commande. Le tracking, il est impossible dans mon cas. Il est strictement impossible. Encore un autre chiffre intéressant, les gens viennent en moyenne plus de 12 fois sur notre site avant de passer commande. Donc en fait, autant te dire que le pixel Facebook, 9 mois plus tard, il est plus là. Donc en tout cas, moi, que ce soit sur Facebook ou en métro, j'ai le même problème qui est que je ne sais pas. Et donc je suis obligée de créer un système qui est différent, qui est un système dans lequel il faut que je le sente. Il faut que je le sente et c'est pour ça que je te parle de signaux faibles via un millier d'autres petits détails. Le temps passé sur le site, le nombre de personnes qui vont taper Gemio sur Google, le nombre de followers Instagram, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que je vais finir par savoir et même pouvoir anticiper à la croissance que je vais avoir à l'avenir. Parce qu'en fait, tous ces petits signaux me donnent finalement à un instant T le chiffre d'affaires que je vais avoir dans les 3 ou 6 prochains mois, tu vois, de manière pondérée. Mais du coup, c'est un business qui est assez particulier. C'est pour ça, d'ailleurs, que la joaillerie est un métier assez difficile et que beaucoup de personnes en fait en digital se cassent un peu les dents parce qu'en fait c'est l'inverse en fait du ROI traditionnel en fait qu'on peut avoir quand on vend quelque chose où tu vas avoir un impact direct, tu vois, de tes actions quand tu fais une publicité sur Facebook. Mais du coup c'est pour ça que j'étais pas trop j'avais pas trop peur de ce point de vue là sur le métro parce que j'étais habituée, je vais le dire un peu simplement hein, mais j'étais habituée à dépenser de l'argent et ne pas savoir où il va, enfin savoir où il va oui mais ne pas savoir quel est son impact. J'étais habituée si tu veux au fait de me dire je dois faire un saut de foi, me lancer, en fait croire et avoir des convictions fortes, les tester et à un moment donné, sentir via ces petits signaux faibles, via de l'instinct, qu'est-ce qui marche ou pas. Et la réalité, c'est que ça fait maintenant 10 ans que Gemio existe et ça fait 10 ans qu'on continue à faire ça et je pense que j'ai juste affiné ma manière de voir les signaux faibles, j'ai affiné aussi mes instincts, mais en réalité, ça reste beaucoup comme ça. Super intéressant. Et comment aujourd'hui ces leap of faith, ces sauts de la foi, tu leur donnes de la place. Dans le sens où, en tout cas pour moi, ce qui s'est joué, c'est que j'ai fait clairement beaucoup de sauts de la foi au début, qui ont permis de faire du bruit, de prendre un porte-voix dans le métro, organiser un one-man show alors que c'était ma terreur. Donc c'est sûr que il y a eu un effet un peu étonnant de tous ces trucs-là. C'est-à-dire que typiquement, les gens ils connaissaient mon histoire, mal dans ma peau, timide, complexé. Au moment où j'annonce je vais faire un spectacle d'humour, c'est horrible pour moi de faire ça. C'est-à-dire que je le racontais là tout à l'heure, le niveau de stress que je me suis mis à ce moment-là, c'était horrible. Mais par contre, ça a fait du bruit. C'est-à-dire que vraiment les gens ils se sont dit, putain, il y en a qui parlent de la confiance en soi.
Là, ils se bougent. Et surtout, tous ceux qui savaient en plus d'où je partais, donc ça, c'est pareil. Au moment où j'ai dit, je pars aux États-Unis, je vais rencontrer 30 personnes, les gens connaissent mon anglais, ils savent que j'ai pas de réseau. Ça me parle tellement ce que tu as dit. C'est-à-dire que j'ai vu des sauts dans ma vie, dans mon business, dans mes opportunités, à chaque fois que j'ai fait ce truc de me dire, allez, on prend les billets, on part aux US, on y va, on va se trouver une solution. Ce que les gens, ils regardent souvent, c'était, est-ce que j'ai réussi à faire les interviews? Est-ce qu'on a réussi? Mais en fait, ça a créé même au final, ça a créé même un pouvoir. Même si j'avais réussi à avoir 0 interview, je sais que ça aurait créé quelque chose avec le recul en France, parce que juste la démarche, les gens, je sais pas, ça les fascinait de se dire, tu sais, c'est un peu ce côté, ce gladiateur, il va dans l'arène, est-ce qu'il va se faire tuer, qu'est-ce que ça a donné? Et après, avec le temps, j'ai eu plus de mal, tu vois, à me dire, c'est quoi les nouveaux, est-ce que je vais pas reprendre n'importe quoi aujourd'hui, je suis pas inspiré par ça, et je fais attention à pas prendre des challenges qui sont plus ceux de qui je suis aujourd'hui. Comment tu trouves, toi, cette manière de recréer cet espace un peu de folie qui tu vois, je m'en suis trouvé un récemment en allant trouver le moyen de rencontrer Richard Branson et arriver à déclencher l'interview, donc ça c'était cool. Bravo. Mais ça faisait quelques temps que je me disais, putain, en fait, je suis dans mon confort là. Je gagne de l'argent, on a de la notoriété, alors j'ai des challenges, mais ce truc de, allez, c'est quoi mon prochain truc un peu fou? Comment tu fais pour trouver ça? Écoute, je vais te répondre, mais je voulais avant ça te parler d'un film que j'adore et les gens vont peut-être me trouver bizarre, je sais pas si tu l'as vu, c'est le 3e Batman de Christopher Nolan. Moi j'adore Nolan. Christopher Nolan est un génie, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où Bruce Wayne est dans sa cellule, au fond du trou, il a tout perdu, sa ville est en train de brûler, il est, mais vraiment, il est lessivé. En plus, il s'était cassé le dos. Enfin, vraiment, cet homme est à ramasser à la petite cuillère. Et là, il apprend que pour monter et sortir en fait de cette tour, enfin de ce cachot, il va devoir escalader une falaise à pic. Et il va devoir sauter, je sais pas, il y a peut-être 2 mètres ou 1,50 m, enfin une grande distance, pour réussir à s'en sortir. Il y a une seule personne qui a réussi à le faire, c'est un petit garçon et une petite fille, on apprendra que c'est une petite fille, qui a réussi à le faire. Et en fait, ce que je trouve assez génial dans cette scène, c'est pas qu'il le fasse, c'est qu'il se rend compte que pour y arriver, la seule solution, c'est qu'il n'ait plus le choix, qu'il soit prêt à mourir, qu'il n'ait plus le choix, qu'il soit obligé de vraiment le faire à 1000%. Si jamais il le fait en ayant une corde autour du cou, comme il l'a fait les 200 premières fois, en fait, il le fait pas avec toute son énergie, avec toute son âme, avec tout ce qu'il a en lui, tu vois. Il le fait pas comme toi quand t'as été chercher Richard Branson, où vraiment, en fait, tu dis, mais il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse. Il le fait un peu en mode, je vais essayer, on verra bien si ça marche. Et le jour où il comprend qu'en fait, le vrai acte de foi et la vraie valeur de l'acte de foi, c'est quand tu coupes la corde et qu'en fait, t'as vraiment à perdre si jamais tu sautes dans l'inconnu et que tu tombes, là, en fait, il se passe quelque chose et naturellement, il arrive à le faire. Et en fait, pour moi, ça, c'est une image qui est extrêmement forte, qui m'a beaucoup marquée, et en fait que j'essaye d'appliquer assez régulièrement, c'est-à-dire de garder des moments où je me dis, je suis obligée de couper la corde, de faire quelque chose où je prends un vrai risque. On en revient toujours à cette notion-là. Moi, je suis assez convaincue qu'on ne peut pas avoir de succès sans risque. Finalement, le fait de prendre un risque, c'est aussi ça, finalement, être fier de sa propre vie, être courageux, sortir de sa zone de confort, et qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on fait de grandes choses, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on se dépasse, quoi, concrètement. Et donc, pour revenir à ta question, comment est-ce que je fais? Je te dis pas que je me dépasse tous les jours, c'est pas vrai, mais tu vois, là, un exemple, je peux pas communiquer sur tout encore, mais on va ouvrir, on a ouvert une boutique à Genève il y a peu de temps, qui est donc hors de l'espace Schengen et qui est certes un pays francophone mais avec une autre monnaie, donc c'est quand même assez challengeant pour nous, et 2 autres boutiques d'ici la fin de l'année. 3 boutiques en 1 an pour une marque de notre taille, honnêtement, c'est un sacré challenge. Et en fait, quand on a dû signer avec mon mari, puisque je suis associée avec mon mari, tu vois, le bail en se disant « Ok, on le prend, ça nous coûte cher », et en plus on en fait 2 autres dans l'année, c'était un peu le saut dans le vide, quoi. C'était un peu tu te coupes la corde, parce que si ça se plante, déjà c'est des coûts qui sont très importants, tu t'es engagé, donc en fait t'as pas le choix, enfin si tu veux, il y a un moment donné, en fait t'es obligé de le faire, et je sais, et c'est ça la force en fait de ce saut de foi, c'est que en fait c'est parce que tu t'es fixé cet objectif et que tu t'es obligé à le faire que tu vas y arriver. Parce que si jamais tu te fixes pas cet objectif, au final tu le feras jamais, tu vois. Et donc en fait, c'est assez dingue quand tu y penses à quel point le pouvoir de la décision et de se lancer dans l'inconnu te force à faire des choses qui paraissent complètement impossibles. Donc en l'occurrence, moi, l'un des derniers actes de foi que j'ai fait, c'est ça, c'est de me dire, en fait, je sais pas comment on va y arriver, mais on va ouvrir 3 boutiques cette année parce qu'on a envie de le faire, tu vois. Et franchement, on est un peu sous-équipé pour le faire aujourd'hui, mais on va se débrouiller. Et ça paraît peut-être anodin comme ça, mais à l'échelle de notre entreprise, c'est quand même un gros challenge. C'est ouf, et ça va amener à une question qui est liée à ça. Donc je te parlais là du spectacle.
c'est intéressant pour moi ce qui s'est passé parce que, donc là pour le coup c'est ce que j'avais fait en 2014, je réserve une salle de 1200 personnes, sachant que je n'ai jamais fait de one-man show et que j'avais jamais fait une salle plus grande que 380, dans un contexte de conférence qui est beaucoup plus facile. Je l'ai vécu, ça m'a apporté des trucs de ouf, alors j'ai eu des belles victoires, mais celle-ci en question, la 1200 personnes, j'étais tellement stressé qu'elle a été nulle, alors ça m'a apporté plein de trucs, parce que on a pris des grues, vidéos, etc. Donc c'était prévu de sortir en DVD, c'est jamais sorti en DVD parce que juste d'y penser c'était douloureux, mais on a pu réutiliser par contre en mode b-roll, en mode plan de coupe, parce que forcément des images en rentrant sur une scène à 1200 personnes, c'était ouf. Mais tu vois, après ça, je me suis dit, est-ce que j'ai pas été trop vite? Parce que j'avais une équipe qui était largement sous-équipée pour accueillir 1200 personnes. C'est-à-dire qu'au final, ça a été une misère. Ce qui était aussi dans les facteurs de stress pour moi, c'est qu'on a démarré 40 minutes en retard. Et ça, c'est des trucs que j'ai pas anticipés. Et en fait, j'ai eu toute cette phase un peu fou. Et ça m'a apporté, donc aucun regret. Puis après, j'ai basculé dans l'autre côté. Donc là, j'ai mis beaucoup de valeur sur la partie opération. On va mettre des process, on va structurer, on va s'organiser. On a un Notion avec plein de process en interne. Et à un moment donné, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'est ce qui a amené des trucs comme Richard Branson. Et je me suis dit, mais en fait, là, David, t'es en train d'éteindre le truc qui, quand même, c'était plus ton super pouvoir. C'est pour ça qu'on vient de recruter un CEO qui a pour objectif de gérer ces aspects-là. Mais la question aujourd'hui, là, je suis dans une phase où de me dire comment tu trouves, toi, l'équilibre entre ok, je vais prendre un risque, il y a risque. Tu vois, tu parles de 3, pourquoi pas 9? Comment tu positionnes ça? Le temps, je pense, te permet d'apprendre le dosage. Honnêtement, je suis pas parfaite et je pense, loin de là, je pense que peut-être qu'on aurait dû faire 5, peut-être qu'en fait, on va royalement se planter et qu'en fait, il aurait mieux fallu en faire une seule. Le fait de tester, de se poser des questions, de se planter aussi, enfin comme toi finalement cet exemple il est assez parlant, tu vois, eh bien ça te permet aussi de te dire ok, bah quel est le bon dosage. Donc je pense que ça c'est la première chose, mais au-delà du dosage, on va dire du niveau de risque, ce qui est intéressant dans ta question c'est quel est le dosage de ton temps à toi en tant que dirigeant sur est-ce qu'il faut que je fasse de la gestion ou est-ce que je fasse du développement, un peu ce qu'on disait précédemment, est-ce qu'il faut que je fasse des sauts dans le vide sans corde ou est-ce qu'il faut qu'au contraire je fasse en sorte que mon équipe tourne, que les clients soient contents, etc. Et ça sincèrement j'ai pas de réponse, j'ai déjà posé cette question plusieurs fois moi aussi à mes invités. On cherche la réponse. On cherche la réponse. Ce que je peux te dire c'est que en tout cas moi ma manière de le voir c'est ça passe beaucoup par l'équipe et ça passe par le fait que tu t'entoures de personnes qui quand même globalement vont compenser là où toi, c'est pas que t'es pas capable de le faire, mais tu prends moins de kiff et t'as moins une valeur ajoutée extrême à le faire. Moi, je me pose très souvent la question maintenant, qu'est-ce que je dois faire moi de manière indispensable? C'est-à-dire quelles sont les tâches, quelles sont les décisions où il faut que moi, personnellement, Pauline, je sois impliquée versus tout un certain nombre de tâches où je pourrais apporter de la valeur, où je pourrais le faire, où je pourrais aider, peut-être que je le ferais peut-être même un peu mieux que la personne en place, mais c'est pas indispensable que ça soit moi. Par contre, il y a certaines choses où je sais que si c'est pas moi, ça sera fait très différemment et que ça sera pas, en tout cas, la manière dont j'aimerais que ça soit fait. Exemple, sur certains exemples, tu vois, on parlait beaucoup de la création, tu vois. Donc, nous, on fait 4 shootings de collection par an. En fait, je sais qu'il faut que je sois très impliquée là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel j'estime en fait que mon rôle est très important. De la même manière pour les ouvertures de boutiques, décider quelles sont les ouvertures de boutiques, aller voir sur place les boutiques, tu vois, je pourrais le déléguer, avoir quelqu'un qui est responsable retail et c'est le cas, mais en fait le fait d'aller sur place, de renifler, de se dire ok est-ce que c'est le bon spot exactement, etc. Ça fait partie des choses où j'estime que j'ai encore une valeur ajoutée. Et alors t'estimes que t'as une valeur ajoutée? Question parallèle, à quel point tu kiffes le faire? Je kiffe pas nécessairement. Pour être honnête, en l'occurrence, j'aime plutôt bien dans ces 2 cas de figure. Les shootings photos, franchement, je kiffe pas énormément parce que c'est énormément de travail, c'est très fatigant. C'est pas forcément quelque chose, tu vois, où je me dis génial, on part pendant une semaine en shoot photo, je sais que je vais pas dormir, je vais être crevée. Franchement, ça me bouffe beaucoup d'énergie. Donc c'est pas forcément des choses que je kiffe, mais je sais que c'est des choses sur lesquelles j'ai une valeur ajoutée aujourd'hui, en tout cas, qui est très importante par rapport au reste de mon équipe et où je pense que du coup il faut que j'investisse mon temps. Mais du coup en fait dans ma tête il y a un peu en permanence un arbitrage parce qu'en plus comme tu l'as souligné j'ai plusieurs activités en parallèle et du coup tout ce que je peux ne pas faire moi parce que même si c'est peut-être fait un peu moins bien et c'est pas grave, en fait je le délègue et à l'inverse il y a certaines tâches sur lesquelles je ne les lâcherai jamais. Je donne un exemple débile et pourtant c'est peut-être pas le truc à plus haute valeur ajoutée, j'ai une newsletter. J'ai essayé de la déléguer pour être honnête, ma newsletter j'ai jamais dit, mais j'ai essayé de la déléguer parce que j'ai une équipe qui m'aide tu vois sur de l'écriture.
Mais en fait, je me suis rendu compte que cette newsletter, c'est censé être vraiment moi un peu through and through. Tu parles de la newsletter, donc c'est une newsletter sur quelle activité? Pour le coup, c'est pas sur la joaillerie, Ah oui. c'est une activité, c'est, on va dire, mon activité, c'est même pas de la formation ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment une newsletter, je l'appelle la news du vendredi, et c'est en fait des petites anecdotes, des réflexions, si tu veux, que je balance tous les vendredis pour que les gens s'amusent avant le week-end, en tout cas qu'ils aient un peu de légèreté. Très bonne newsletter, j'y consacre du temps, n'hésitez pas à la suivre, messieurs, dames. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, j'ai essayé de la déléguer et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il ne faut pas que je la délègue. Certes, c'est du temps, ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure par semaine, mais en fait, c'est quelque chose sur lequel, en fait, c'est censé être moi, cette newsletter, et du coup, je ne peux pas la déléguer. À l'inverse, quand je fais mes formations, même l'organisation de mes podcasts, en fait, c'est énormément délégué. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais chercher les invités, c'est pas moi qui mets en place l'organisation, c'est pas moi qui fais la recherche sur les invités, je fais des questions, parce que ça, j'estime que c'est ma valeur ajoutée, je fais l'interview, comme toi, mais par contre, tu vois, tout le reste, je l'externalise. Et du coup, j'ai vraiment réussi à concentrer un maximum mon temps sur là où je vais vraiment apporter de la valeur et pas là où en fait je pourrais le déléguer à quelqu'un qui le fera soit tout aussi bien que moi, soit parfois mieux, soit même peut-être un peu moins bien, mais c'est pas grave vu en fait que il vaut mieux que finalement mon temps soit investi sur des choses où je vais apporter encore plus de valeur. Génial, et c'est clair que ça change notre vie d'aller vers ça. Une question du coup, là tu parles donc beaucoup de l'axe finalement, où est-ce que j'apporte de la valeur ou pas. Je t'ai posé la question sur l'axe un peu du kiff, qui est un autre axe. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu t'es dit, je suis vraiment compétente, j'apporte une vraie valeur, mais ça me saoule, et donc du coup, je vais trouver le moyen de le déléguer. Parce que typiquement, l'exemple du shooting photo, c'est hyper intéressant. Il y a une partie de moi, quand je t'entends, je me dis, ça doit pouvoir se déléguer si c'est pas ce que tu kiffes le plus. Ça peut bien sûr se déléguer, mais et donc peut-être que tu vois, il y a un travail aussi à faire encore de mon côté sur l'équipe de ce point de vue-là. Mais c'est tellement, tu sais ce que c'est, la création d'une marque, c'est tellement un millier de petits détails. Pour nous, un shooting photo, surtout quand c'est sur des gros budgets, en fait, il me paraît indispensable d'être présent pour continuer à m'assurer que au niveau en fait de la finesse, être exactement juste à 100% là où je veux être. C'est pas du tout la même chose qu'être juste à 98%. En fait, l'écart est énorme. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal, si tu veux, à ne pas le lâcher. Mais pour autant, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'un jour, ça arrivera et tant mieux, tu vois, parce que c'est pas un kiff, je te dis, particulier de le faire. Un truc bête, le compte Instagram Gémio, c'est quand même le Wall Street. On est sur quelque chose de très référent, de très important, si tu veux, pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, Instagram, pour une marque de joaillerie, c'est quand même vraiment un média très important. Je pense que je suis très compétente parce que c'est moi qui l'ai créé initialement, que j'ai une vraie vision, je pense une compréhension des réseaux sociaux qui est supérieure à la moyenne, on va dire, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Après, je vais être honnête avec toi, ça m'éclate pas d'avoir à faire des posts sur Instagram, de réfléchir, est-ce que le feed va être beau, qu'est-ce que je vais mettre comme texte, etc. C'est pas quelque chose qui m'amuse, parce que je l'ai tellement fait qu'en fait, j'apprends pas grand-chose, tu vois, quand je le fais. Je peux le faire bien, mais c'est pas quelque chose qui m'amuse. Je préfère apprendre des choses différentes, et donc typiquement, j'ai beaucoup plus m'intéresser à aller sur TikTok, tu vois, que je connais pas bien, plutôt que de continuer à aller sur Instagram. Et donc là, mon challenge, c'est plutôt de réussir à former des personnes dans mon équipe, de telle sorte qu'ils arrivent à faire au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux un jour. Non, c'est super intéressant ces deux exemples. D'un côté, on a Insta, de l'autre côté, on a le shooting photo. C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux ? Les enjeux financiers ne sont pas les mêmes sur le shooting. Si tu rates Insta ou si tu rates la séance photo. En fait, Insta, je continue à veiller, si tu veux, et donc là, on parle vraiment de management maintenant. Mon rôle de manager, c'est de donner les clés, de former les personnes en leur expliquant concrètement qu'est-ce que je veux et quel est pour moi le synonyme du succès ou à l'inverse de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Même sur Instagram, on le voit assez facilement avec le nombre de likes, mais malgré tout. Une fois que j'ai fait ça, je leur fais faire, je confie et peu à peu, je vais m'éloigner un petit peu pour laisser en fait de plus en plus de place à l'indépendance de cette personne et puis moi être moins en moins dans le contrôle. Mais je ne lâche jamais le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je continue à regarder régulièrement et quand il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce que je pense qui est souhaitable, eh bien je vais le dire. Donc en fait, si tu veux, je vais pas le lâcher complètement, mais c'est plus moi qui vais le faire de manière opérationnelle. L'avantage, c'est que Insta, tu fais 1, 2, 3, 4 posts par jour, il y en a beaucoup. Donc en fait, les personnes se forment assez rapidement, premièrement, parce qu'elles font beaucoup de volume. Et puis moi, si jamais ça se passe bien, je peux voir de temps en temps un post qui fonctionne pas bien. Et si c'est un de temps en temps et que je recadre, si tu veux, ça fonctionne. Parce que c'est pas des coûts très importants, une fois de plus, de faire un post sur Instagram. C'est quoi dans ton univers un post qui fonctionne pas bien, par exemple ?
exemple, ça ressemble à quoi? C'est juste un post qui est raté parce que soit le texte n'est pas bien réalisé, qu'il y a des fautes d'orthographe, qu'il n'est pas bien écrit, que le visuel en fait n'est pas de qualité, tu vois, est mal croppé, est pas bien retouché, est pas beau, jure dans le feed, est pas harmonieux. Enfin, il y a plein de choses en fait qui pourraient faire que ça fonctionne pas, tu vois. Alors raconte-moi du coup, quand tu vois ça se passe comment? ça se passe comment? Est-ce que t'es de quel genre? Tu envoies un Slack, c'est pas possible ce truc-là, Alors ça dépend du niveau, si tu veux. S'il y a une énorme faute d'orthographe ou qu'il y a, je sais pas, un poil au milieu de la bague, là oui, je décroche mon téléphone et enfin même je supprime je supprime directement si tu veux la créa parce que j'ai pas envie que mes clients voient ça, assez simplement. Pour rendre à César ce qui est à César, dans mon équipe, ça ne se produit pas, donc il y a pas de faute d'orthographe. Justement, j'ai une équipe qui est suffisamment pro si tu veux pour que ça ne se passe pas, mais ça peut être le cas par le passé. Et donc par le passé, je supprimais en catastrophe le post quand je voyais ça, je me disais non mais quand même c'est pas possible et du coup j'étais pas très contente et je le faisais savoir donc à mon équipe en restant bien sûr respectueuse, mais j'expliquais en fait que fallait pas laisser passer les fautes d'orthographe et que juste débrouillez-vous pour relire même par quelqu'un d'autre le texte. Maintenant en fait, malheureusement la vie est jamais noire, enfin est rarement noire ou blanche. En général c'est une zone grise comme tu sais, et donc très souvent ce qui se passe c'est que le post est un peu moyen, c'est-à-dire qu'en fait il a pas été très bien croppé, que la retouche est moyenne. C'est pas mal, mais c'est pas génial. Et donc là, dans ce cas, ce que je fais, ça dépend. Si c'est quelque chose qui arrive une fois, en général, je dis rien et que c'est acceptable. Si jamais je vois qu'il y a de la répétition, je convoque entre guillemets la personne et je lui dis, écoute, regarde, je vais te faire un feedback. Voilà pourquoi ça, c'est des bons posts. Voilà pourquoi ça, c'est des mauvais posts. Je vais t'expliquer. Et en gros, j'ai vraiment une démarche assez pédagogique avec la personne pour essayer de lui faire comprendre. Parce que mon but, c'est pas de le faire moi. C'est que cette personne voit les mêmes choses que moi. Et donc, je veux qu'elle soit non seulement capable d'exécuter, mais je veux qu'elle soit capable de faire ce que j'appelle du contrôle qualité. Qu'elle soit capable, en fait, de se dire non, là c'est pas acceptable, je peux pas le poster comme ça. Et c'est ça la partie difficile du management, c'est pas uniquement l'exécution, c'est de se dire quand on voit la tâche qui a été exécutée, est-ce que c'est good enough ou pas. Et ça c'est pas évident à faire, mais du coup avec le temps ça finit par marcher en général. T'essaies de lui donner de quoi être autonome la prochaine fois pour le voir elle-même. Moi tu vois typiquement dans cet exemple là, un peu mon obsession en ce moment pour éviter de répéter des trucs, c'est de me dire comment je crée une formation interne, un système, quelque chose pour que le feedback que j'ai fait sur ce post Instagram ou cette vidéo YouTube soit documenté de sorte que, un, la personne puisse le re-regarder et deux, si on recrute quelqu'un d'autre, que je me retrouve pas finalement à chaque fois qu'on a une nouvelle personne en train de redire les mêmes choses. Est-ce que tu as avancé sur ces questions-là d'arriver à cristalliser la sagesse? Cristalliser la sagesse. Écoute, je sais pas si je la cristallise, mais en tout cas, j'utilise effectivement un peu les mêmes outils que toi certainement, mais moi on appelle ça en interne des playbooks, donc un peu des manuels d'utilisation, où en gros il y a une grille des do's et don'ts, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Le risque souvent de ce genre de choses, c'est que c'est très écrit et que c'est pas très concret. Faire une belle image, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Donc en fait, pour moi, le diable est dans les détails et en fait, il faut montrer concrètement qu'est-ce qu'on considère être une belle image, qu'est-ce qu'on considère ne pas être une bonne image et l'expliquer. Donc dire, là, la retouche, elle n'a pas été bien faite, le diamant, il n'est pas bien blanc. Donc tu vois, je rentre dans un niveau de détail qui est assez avancé. Une fois que c'est fait, c'est transmis à la personne qui gère, qui lui-même va avoir pour objectif, parce que maintenant, j'ai parfois des personnes qui gèrent des tâches, typiquement c'est le cas sur Instagram, je ne suis pas en direct avec la personne qui gère le compte Instagram. Il y a un niveau de middle management entre moi et cette personne. Et du coup, c'est encore plus délicat, parce que je suis censée moi voir le problème, mais je vois le problème sur Instagram, mais le souci, je le remonte au manager parce qu'en fait c'est le manager qui n'a pas fait son travail en fait d'identifier qu'il y avait un problème, tu vois. Donc c'est une cascade terrible, mais qu'on arrive à gérer via, comme tu disais, de la documentation, quoi. Et puis moi l'outil principal de management que je considère être assez sous-exploité, c'est le feedback. Donc on en parlait, ça paraît bête à dire, mais c'est en permanence faire des feedbacks. Les gens peuvent me trouver chiante, ils peuvent me trouver lourde, mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. On dit souvent feedback is a gift, c'est vrai, que ce soit des feedbacks d'ailleurs positifs ou négatifs, parce que bien souvent les gens font quelque chose, mais ils se rendent pas forcément compte à quel point c'est bien. Et donc il faut pas oublier de leur dire, non mais attends, là ce que tu viens de faire, je sais pas si tu te rends compte à quel point ce post Instagram il est incroyable. Et voilà les raisons pour lesquelles il est incroyable, pour que la personne, en fait, elle puisse le reproduire. Et c'est naturel pour toi de faire ça ? Ou tu as besoin de faire l'exercice de dire je vais équilibrer un peu mes feedbacks? Non, pour le coup, le feedback positif, c'est assez naturel pour moi. Mais par contre, pendant longtemps, il n'était pas naturel pour moi de faire des feedbacks. Parce que j'avais peur de gêner, parce que je me disais, c'est pas ma place, j'ai recruté quelqu'un, il faut qu'elle soit autonome. Donc pendant longtemps, tu vois, j'osais pas trop. Je voulais plutôt laisser la personne un peu, tu vois, la jeter à l'eau, la laisser nager et me dire, ok, juste au moment où avant qu'elle coule, je vais revenir. Mais sinon, en fait, je la laissais un peu se débattre. Et maintenant, en fait, j'ai appris à non pas micromanager la personne, c'est-à-dire que je lui dis pas quoi faire, mais par contre, faire des feedbacks extrêmement
extrêmement régulier. Ça, c'est quelque chose que je fais parce que je me suis rendu compte que c'est ça, en fait, qui fait que les gens progressent le plus vite. Alors, ça soulève 2 questions pour moi. Un, est-ce qu'il y a des cas où, pour le coup, à l'inverse, tu te dis, bon, je vais pas le faire. Alors, t'en as donné un, c'est la première fois que ça arrive, donc tu laisses passer. Mais est-ce qu'il y a d'autres cas où tu vois, où tu te dis, là, je vais pas donner le feedback tout de suite. Par exemple, dans mon cas où c'est évident pour moi, le truc, ça correspond pas à ce qu'on veut, à notre branding, à la marque, surtout que c'est des trucs que j'adore, ces sujets-là. Donc là, c'est évident. Et il y a des cas, un peu l'exemple de ta bague en fond noir. C'est-à-dire qu'en fait... Faut que je t'envoie la photo. C'est-à-dire, je vois le truc, ou je le lis, ça peut être un texte, c'est pas nul. C'est-à-dire, je me dis pas c'est nul, je dis je sais pas, et j'arrive pas à savoir, est-ce qu'en fait, je suis juste en train de basculer en micromanagement rigide, il faut que ça se passe exactement comme c'est moi, et en fait, je me prive du génie de la personne. Et là, typiquement pour moi, ça va être des endroits où je vais être moins à l'aise à faire du feedback parce que j'ai moins de certitude. Et cette notion, tu parlais de, tu vois, le contrôle, enfin, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce dégradé gris, je te fais pleinement confiance et du coup, il n'y a plus de management, il n'y a plus rien, il n'y a pas de contrôle, abdication. L'opposé micromanagement, cette danse, elle est pas évidente pour moi. J'ai pas envie d'avoir un management qui est écrasant et d'un coup, en fait, tu tues la créativité de la personne. Tu lui donnes trop des feedbacks, tu l'empêches en fait de prendre ses risques. Voilà, il y a peut-être aussi ce truc-là, c'est-à-dire que t'as tes capacités aussi parce que t'as fait plein de risques, t'en as fait plein de posts Instagram. Je veux pas non plus, tu vois, par exemple, si on prend les miniatures, il y a plein de fois les miniatures, je les ai trouvées horribles sur notre YouTube. Et si je bascule dans trop de feedback, j'ai un peu cette peur de, à un moment donné, en fait, il faut faire absolument comme David veut. Mais c'est pas ça le but non plus. Le but, c'est qu'il, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il teste des trucs que j'aurais pas testé, puis teste des trucs que peut-être que même moi je trouverais pas ouf, mais qui vont s'avérer être intéressants. Je sais pas si j'ai une question claire dans ce truc-là. J'ai extrêmement bien compris. Et là encore, j'ai envie de te dire, je pense qu'on se comprend très bien et que malheureusement, si j'avais une recette miracle, je te la donnerais, mais... Déjà, premièrement, je le fais pas forcément bien du tout. En tout cas, mon cheminement, c'est de me rendre compte que je préfère maintenant dire ce que je pense et être un peu trop direct et donc faire beaucoup de feedback, comme je te le disais, quitte effectivement à laisser peut-être parfois un petit peu moins de liberté aux gens parce que notamment quand il s'agit de questions d'image de marque, en fait, c'est tellement subtil, c'est tellement fin, si tu veux, ce qu'on essaye de faire passer comme message et moi, je le vois bien au travers de tes vidéos, enfin, tout ce que tu fais, c'est pareil, nous, sur notre site, sur nos créas Instagram. C'est très difficile d'expliquer avec des mots qu'est-ce que tu vois qui fait que ça fonctionne ou pas. Donc, il faut se forcer, nous, en tant que manager ou créateur, à mettre des mots justement précis sur pourquoi ça marche ou ça marche pas. Et donc, il y a un effort énorme à faire pour nous en termes de feedback. Une fois de plus, l'idée, c'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, point barre, tu le changes, ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est beaucoup de travail, le feedback, parce qu'il faut dire pourquoi. Il faut convaincre la personne de pourquoi, en fait, il vaudrait mieux le faire de la manière dont toi, tu le vois. Donc ça, c'est quand même déjà un premier truc qui n'est pas évident. Mais je pense que de temps en temps, il faut, et d'ailleurs, les personnes avec lesquelles on travaille, il faut les engager à le faire, en fait, que ces personnes-là nous disent « fais-moi confiance, là, j'ai envie de le tester », et que cette personne, en fait, argumente. Et en fait, la relation de management-manager, c'est une relation humaine. C'est une relation de débat, c'est une relation où en fait on va apprendre l'un de l'autre. Et donc si juste cette personne elle a fait ça et qu'il n'y a pas vraiment de raison parce qu'elle a envie de tester un truc de nouveau mais que c'est pas profondément, si tu veux, instruit comme dossier, j'ai envie de dire bah non, désolé, en fait moi j'ai déjà fait 50 fois cette autre manière et ça marche très bien, donc on va le faire de ma manière. Mais si cette personne a une vraie réflexion, me convainc qu'il y a vraiment quelque chose à changer, qu'elle veut tester cette manière de faire là, je peux ne pas être d'accord, mais je peux me dire ok, j'ai envie de le tester effectivement. Ce qui n'est pas acceptable, si tu veux, c'est le fait de le faire de manière un peu comme ça, presque inconsciente, tu vois. Et donc, en fait, je pense que l'idée, enfin, en tout cas, moi, ce que j'essaye de m'appliquer, c'est de me dire, bien souvent, la raison pour laquelle je le fais bien, c'est parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je le fais et que j'ai acquis presque des automatismes où, en fait, je me rends pas vraiment compte pourquoi, mais je sais que la miniature, comme toi, bah, en fait, voilà ce qui fonctionne. Et ça met du temps à ce que cette personne arrive à l'acquérir. Parce que mine de rien, si ça fait 10 ans que tu le fais, bah, tu as 10 ans d'expérience de plus que cette personne. Donc, il faut quand même le réaliser. À l'inverse, si cette personne accepte, en fait, ou veut plutôt prendre un risque, il faut pouvoir l'autoriser. Et au contraire, je pense que c'est très souhaitable, comme tu le disais. Mais il faut que cette personne, en fait, elle te convainque. Et moi, j'ai vraiment un discours assez ferme, tu vois, avec mes équipes là-dessus. C'est, j'ai pas juste envie d'une idée. J'ai envie d'être convaincu par votre idée. Ah, tu me la vends, ton idée. Attends, moi, si jamais tu me convaincs, mais je vais être ta première supporter, je vais convaincre tout le reste de la boîte de le faire en te disant, mais attends, toi, Marie, ou toi, David, t'as fait ce truc-là et c'est son idée et c'est génial. Mais si juste tu le fais comme ça, en mode j'ai envie de tester un truc parce que c'est cool, t'es gentil, tu vas rebosser ton coup, tu vois. Et en plus, ce que je trouve intéressant, tu vois, dans cette démarche, c'est que ça va vachement responsabiliser les personnes qui te fournissent des idées. Parce qu'en fait, avoir une idée, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la bonne idée et la bonne exécution. Et donc, pour ça, il faut un peu plus bosser. Non, c'est trop bien. Et du coup, ça pose une question liée au recrutement. Est-ce que pour toi, alors encore une fois, c'est peut-être trop binaire comme question, mais
pour avoir les personnes qui justement vont amener des idées, donc déjà oser le faire, parce qu'il y en a plein qui ont des idées qui n'osent pas les donner, qui vont réfléchir à leur idée, l'argumenter, la construire, essayer de la vendre. Est-ce que c'est une question culturelle ou est-ce que c'est une question en fait de recrutement? C'est-à-dire qu'en gros, tu as des personnes, elles ont ça dès le début, dès day one, elles vont prendre le feedback, elles vont aimer t'apporter des trucs, elles vont être là-dedans, et d'autres, tu peux les pousser, mais elles partent pas du... Je sais pas quelle est ma question non plus. Si, j'ai compris. Je pense que tu m'as dit, c'est peut-être un peu les deux. Je pense que c'est effectivement un peu les deux. Je pense que notre rôle de leader, si jamais toi, dans ton équipe et dans ta culture d'entreprise, tu veux que la proactivité, tu veux que le fait d'être créatif soit dans vos valeurs, bah en fait, je pense que si tu le montres par l'exemple et que tu montres que tu valorises les gens qui ont des idées, bah naturellement, les gens vont de plus en plus le faire, si tu veux. Après, il y a manière de faire, parce que comme je disais, tu peux valoriser une idée qui, en fait, n'a pas été thought through, c'est-à-dire que juste la personne te balance une idée, et c'est quand même une grosse partie de ce que les gens font. Et puis après, tu peux valoriser une idée en disant, bah, voyez, la raison pour laquelle là, c'est une super idée, c'est que non seulement c'est une bonne idée, mais en fait, il a vraiment réfléchi son projet, il m'a fait un plan d'action, il me l'a présenté, en fait, comme c'est de l'intrapreneuriat, tu vois. Il me l'a présenté, ou elle me l'a présenté comme un vrai projet abouti, pas juste, ah, ça serait cool si on faisait ça. Ça, c'est quand même, il y a toujours un rôle d'exemplarité, je pense, très important du manager ou du leader, fondateur, enfin, appelons-le comme on veut. Mais je pense que tu peux susciter pas mal ce que tu veux au niveau de ta culture en fonction de la manière dont tu vas interagir avec les gens. À l'inverse, quelqu'un qui te propose tout le temps ou des gens dans ton équipe qui te proposent tout le temps des idées, si tu dis, ah maintenant, là, j'aime pas, là, j'aime pas, là, j'aime pas, sans expliquer pourquoi, comme on le disait précédemment, c'est-à-dire sans le justifier et expliquer en quoi cette idée n'a peut-être pas été assez au bout des choses, tu risques peut-être de castrer un peu les gens et ils vont, en fait, alors que c'est pas ton état d'esprit, se dire, ah non, mais ici, on peut pas proposer d'idées. Donc ça, faut faire attention. Mais d'un autre côté, oui, complètement, il y a des gens qui proposent plein d'idées, il y a des gens qui proposent beaucoup moins d'idées et c'est comme ça. Et je pense on a plutôt intérêt à essayer de valoriser les deux. Et donc, dans ton recrutement, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sensible, d'avoir des personnes qui vont essayer, parce qu'il y a un petit peu ce côté de, tu vois, par exemple, une de nos valeurs, c'est create O, A-W-E, c'est cette notion de waouh. Par exemple, si on prend les feeds d'Instagram, en mode contrôle qualité, je peux faire le truc, c'est bien, tu vois, c'est un bon 7,5, 8 sur 10, j'ai les bonnes marges, j'ai la bonne police, j'ai pas fait de faute d'orthographe, c'est bien. Mais t'as bien, et t'as le post où tu le vois et tu fais, putain, waouh. J'aurais pas pensé à ça, c'est trop bien. Voilà, moi il y a des intros par exemple qu'on fait l'équipe dans des interviews où j'ai vu le truc et je me suis dit trop bien, bravo. J'aurais pas pensé à cet angle-là, pas pensé à cette musique. Donc dans ton recrutement, est-ce que tu vas chercher de différents types les deux types de personnes? Est-ce que tu cherches pas ces personnes qui créent le waouh? Comment tu t'y prends dans ton recrutement? Alors personnellement, je cherche les deux, ça dépend des postes, ça dépend de la fonction. Tu vois, quelqu'un dont le métier, il y a ces personnes-là chez nous, par exemple, dont le métier, c'est de faire du contrôle qualité de bijoux. Je veux que ces personnes soient incroyables sur le contrôle qualité de bijoux, c'est-à-dire un niveau d'exigence énorme. Après, est-ce que ces personnes ont besoin d'être créatives? Honnêtement, pas vraiment. Ou je sais pas, quelqu'un qui travaille dans une équipe technique, c'est un peu la caricature de le dire, mais c'est la vérité. Équipe technique, équipe finance, pas forcément d'avoir des personnes qui sont créatives. Tu veux des personnes qui soient méga bordées, qui soient hyper rigoureuses, qui vont faire en sorte qu'il n'y a jamais rien qui dépasse et que ça soit hyper propre, mais t'as pas forcément besoin qu'elles aient 1000 idées à la minute. Limite, c'est un peu pénible si c'est le cas. À l'inverse, dans une équipe marketing, dans une équipe création, dans des équipes un peu digitales, t'as plus envie d'avoir des personnes qui vont être très créatives. Moi, personnellement, j'aime bien avoir... j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle le DISC. Je sais pas si tu en as entendu parler. Et en fait, moi, j'aime bien avoir des équipes qui sont assez... Enfin, j'appelle ça, en fait, la Dream Team, quoi, tout simplement, parce que tu as un peu de tout dans ton équipe. Donc, tu as à la fois des profils qui sont des profils plutôt consciencieux, plutôt un peu procéduriers, bleus ou verts, tu vois, qui vont vraiment être des brutes d'exécution, mais qui sont pas les personnes qui vont naturellement avoir beaucoup d'idées, parce qu'en fait, ils anticipent tellement les problèmes, ils vont tellement être dans la suranalyse que souvent, en fait, ils osent pas se lancer et justement proposer des idées. Et à l'inverse, j'aime bien avoir aussi d'autres types de personnalités qui sont plus des rouges et des bleus et des jaunes, pardon, qui sont des personnes en fait qui ont 1000 idées à la minute. Souvent d'ailleurs, il faut les forcer à les creuser un peu parce qu'ils peuvent être un peu, on va dire, ouais, juste dans les idées et puis un peu légers, tu vois, dans la manière en fait de l'exprimer et de convaincre, qui sont parfois un peu pipeaux. Mais en fait, si tu arrives à faire fonctionner ces deux ensemble, franchement, c'est magique. Et nous, on a une chance chez Gemio, et même dans mon autre équipe pour le podcast, c'est une chance et c'est aussi un souhait de ma part, qui est en fait de vraiment réussir à faire cohabiter ces personnes. Et c'est hyper dur, parce que je sais pas si tu l'as vécu, mais c'est des personnes qui sont tellement différentes. Il y en a, pour prendre un peu la caricature, ça va être l'expert comptable, hyper méticuleux, hyper contrarié,
contrarienne, c'est-à-dire que dès que tu lui dis oui, il te dit non, enfin tu vois. Donc le bon bleu extrême. Le bon bleu extrême qui va aller te chercher tous les problèmes, qui va aller chercher un détail pour te confirmer la règle, enfin tu vois, le truc vraiment qui peut être parfois d'ailleurs un peu pénible, mais qui apporte beaucoup de valeur parce que la personne en fait est hyper carrée. Et à l'inverse, tu vas avoir un pur jaune qui va te sortir 150 idées à la minute sans avoir réfléchi, la moitié c'est du bullshit, mais au sein, si t'enlèves un peu la fumée, le pipeau et tout, au sein de ces idées, il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas cons du tout. Si t'arrives à faire bosser ces personnes-là ensemble, c'est absolument génial. Donc c'est quoi les tips pour arriver à faire ça? Et ben en fait, il faut faire comprendre, je crois, qu'il n'y a pas un profil qui est mieux que l'autre. Donc nous, le disque, qui est cet outil de management, on va dire, et de recrutement, on l'utilise et en fait, toutes nos équipes l'utilisent aussi. Dans le recrutement? Dans le recrutement. Par un test ou par juste ressentir la personne? Les deux, mais par un test, on fait quand même un test. Chaque personne de chaque équipe sait quel est le profil disque de l'autre. Donc en fait, il est très clair, si tu veux, on voit les gens, donc c'est un arc-en-ciel de couleurs chez Gemio, on voit les gens, tu vois, assez naturellement. Donc moi, par exemple, je suis très rouge et assez jaune, j'ai 0 bleu et j'ai à peu près 0 vert. Je crois que je suis même limite négative en vert en fait, ce qui est assez drôle. Et donc du coup, les gens qui me connaissent déjà le savent et toutes les nouvelles recrues, si tu veux, assez rapidement on leur explique. Ouais, donc avec un gros bleu, ça doit clasher de base si tu t'es pas entraîné. Ah ouais, je peux dire que ça a pu être assez dur, mais alors maintenant j'ai beaucoup de bleus, ils se trouvent dans mon équipe, mais c'est génial parce qu'en fait, tout ce qu'ils adorent faire, je déteste et vice-versa. Typiquement, il faut aller négocier un truc, machin, ils sont complètement désemparés, je dis t'inquiète, je m'en occupe. À l'inverse, là, il y a un Excel de 50 pages, si tu veux, qu'il faut aller vérifier dans les détails pour voir si la marge brute est la bonne, mais moi j'ai envie de pleurer. Ils sont là, mais attends, j'adore, je vais le faire. Mais genre, c'est génial, tu vois. Donc en fait, si t'arrives à faire cohabiter ces personnes-là, tu peux créer 1000 fois plus de valeur. Est-ce qu'il y a un outil interne pour que je connaisse la couleur de chaque personne? Non, on passe en fait tout simplement par un test disque. Je me rappelle pas du nom exact du test, mais c'est un test, tu vois, qui coûte, on paye de l'argent pour le faire, mais c'est peut-être 50 €, tu vois, quelque chose comme ça. Et du coup, ça nous permet, c'est pas forcément très précis, mais ça nous permet d'avoir les grandes idées de est-ce que cette personne est plutôt bleue, plutôt vert, plutôt jaune, etc. Et en fait, surtout, on explique, on a une démarche assez pédagogique au sein de toutes les personnes qui arrivent chez Gemio pour leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et chaque manager d'équipe, en fait, fait assez régulièrement ce qu'on appelle, nous, des 360, c'est-à-dire des réunions, des petits séminaires d'équipe où on explique les couleurs de chacun, comment il faut interagir avec chacun, les forces et les faiblesses de chacun, etc. Tu veux dire tous ensemble ou c'est des petits séminaires par équipe? C'est des petits séminaires par équipe. Qui peuvent être, du coup, dans des moments différents. Tes équipes, d'ailleurs, elles sont en remote, elles sont à Paris, elles sont comment? Elles sont un peu hybrides, elles sont majoritairement sur place. Donc, comme on a des boutiques, il y a déjà certaines personnes qui sont en boutique. Et puis ensuite, on a le siège social qui est à Paris. Et donc, la majorité des gens sont à Paris, mais on a quelques personnes qui sont en télétravail ou qui font régulièrement du télétravail. Comment tu gères, là, du coup, d'être à Genève? Parce que, du coup, ton mari est associé, de ce que j'ai compris. Et lui, pour le coup, il doit avoir un côté bien bleu, c'est ça? Pour être tout à fait franche avec toi, mon mari et moi, on est rouge et jaune tous les deux. On a un profil très similaire. Mais tous nos collaborateurs principaux, on va dire tout notre COMEX, notre comité de direction, est bleu. D'accord. Mais j'ai eu l'impression à un moment donné dans un podcast qu'il était quand même un poil plus structuré. Disons qu'il est ingénieur de formation, donc même s'il est rouge et jaune, il est quand même, disons qu'il est plus matheux que moi. Et donc le COMEX, c'est qui? Donc c'est quel genre de personnes? Notre comité de direction, donc c'est le comité exécutif, donc c'est vraiment les opérationnels. On a aussi un board avec donc un comité de surveillance, si tu veux, qui est plus pour les actionnaires. Mais là, au niveau du comité exécutif, on a le directeur technique, le directeur financier, la directrice de création, donc c'est vraiment l'aspect joaillerie, produit, et la directrice des forces de vente, donc qui est en charge de toute notre équipe de vente, de staff de vente, etc. Et même force de vente, elle est plutôt bleue? Elle est plutôt bleue, ouais. Elle est plutôt bleue. Et c'est super intéressant parce que du coup, le cliché du sales, ça va être jaune-rouge. Ça apporte quoi du coup d'avoir quelqu'un au niveau sales qui a une forte dimension bleue? Elle est extrêmement bonne en contrôle qualité. Les bleus, globalement, sont très bons en contrôle qualité. Ils voient le détail, en fait, ils voient les problèmes partout avant 1000 ans avant qu'ils arrivent. Et donc, elle, typiquement, elle est extrêmement forte pour faire en sorte que l'expérience client soit irréprochable. Et c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, nous, mais c'est un peu particulier, c'est pas vraiment des sales. Ce sont plus des conseillers, si tu veux, clientèle qui vont accueillir des clients. Et donc, c'est plus le marketing. Donc, moi qui suis jaune et bleu, rouge et jaune, qui vais apporter les clients, enfin moi et l'équipe marketing qui est plutôt rouge et jaune, qui va apporter les clients en boutique et ensuite, eux font en sorte qu'ils soient parfaitement accueillis, que tout soit parfait. Et donc, c'est pour ça qu'elle est plus à dimension bleue. Je te dis pas qu'elle a probablement un petit peu jauni et rougi à mon contact et à celui de mon mari, mais initialement, elle est plutôt de naturel bleu, ouais.
Non, et effectivement, donc toi, c'est des personnes qui vont pas être dans un processus, ils sont pas en train de vendre un SaaS, ils sont pas en train de vendre un produit haut de gamme, c'est créer une expérience, être accueillant, être dans la relation. Donc elle a pour but de s'assurer que cette manière de traiter les clients soit un standard, un peu comme si on était Four Seasons et on veut s'assurer, voilà la manière qu'on a de gérer nos clients. C'est plus comme si elle était responsable de toutes les équipes, si tu veux, du staff du Four Seasons, tu vois. Donc c'est plus, on va dire, on est plus sur du détail, de l'expérience, plus que sur de la vente à proprement parler. Même si au final il y a un acte de vente, mais c'est plus l'expérience qui prévaut. Et pour trouver ces personnes-là dans ta boîte, c'est quoi qui a le mieux fonctionné dans les différents leviers que tu as utilisés, que ce soit board, job board, les réseaux sociaux vu que tu es très présente, cabinet de recrutement, sourcing, c'est quoi qui a le mieux fonctionné pour toi? Écoute, ça dépend vraiment des profils. D'ailleurs, je fais un petit appel. Nous cherchons toujours des conseillers de vente et c'est le nerf de la guerre pour moi de commencer par vendre. D'ailleurs, je précise parce que la plupart des gens veulent faire du marketing mais sans passer par de la vente. Pour moi, avant de commencer à espérer faire du marketing et donc d'essayer de comprendre la psychologie humaine, il faut parler à des vrais clients. Et je trouve qu'il y a vraiment en France aujourd'hui un côté assez négatif associé à la vente. Je sais pas si tu as cette perception. Comme quoi, tu vois, c'est racoleur, etc. Pour moi, vendre, j'ai d'ailleurs fait une formation à ce sujet, c'est un service. Si jamais tu es un bon vendeur, en fait, tu n'es pas en train d'essayer d'arnaquer les gens. Tu es en train d'essayer de leur rendre un vrai service, de comprendre quel est leur besoin et de leur apporter et de les convaincre en fait que ton service, si tu y crois en plus, est le mieux possible pour eux. Donc honnêtement, pour moi, c'est pas arnaquer les gens. Et en fait, c'est vrai que dans la tête de beaucoup de personnes qui notamment sortent d'école de commerce, la vente, c'est sale, c'est pour les losers qui n'ont pas fait d'études. Et c'est faux, c'est faux. Et au contraire, moi, je pense que beaucoup de personnes qui ont fait des études, qui se croient parfois un petit peu mieux qu'est-ce qu'elles sont vraiment, auraient vraiment grand besoin d'aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain et d'aller faire de la vente pour parler à des clients et d'arrêter d'imaginer ce que les clients pensent. Et moi-même, en tant que fondatrice, je m'astreins, et c'est d'ailleurs un plaisir, d'aller très régulièrement dans les boutiques. Et d'ailleurs, souvent, les gens me disent « Mais attends, t'es en boutique, c'est fou !» Non, c'est normal. Bernard Arnault, jusqu'à aujourd'hui, il continue à aller faire le tour de toutes ses boutiques. Alors, je pense pas qu'il fasse de la vente, pas encore que, je sais pas. Mais par contre, il va dans ses boutiques, si tu veux. Je trouve ça hyper inspirant de me dire que quelqu'un de sa stature continue à être aussi orienté terrain, tu vois. Et donc voilà, donc tout ça pour dire, désolé pour cette petite diatribe, mais je suis assez fatiguée de voir en permanence des personnes refuser des postes de vente parce qu'ils trouvent ça sale et qu'ils veulent faire du marketing, alors même que pour moi, en fait, ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a fait 2 ans de vente, qui connaît le client et qui ensuite va pouvoir faire du marketing parce qu'il aura une vraie légitimité terrain, plutôt que de débarquer, tu vois, comme tout le monde après avoir fait 3 ans d'école de commerce, merci quoi, mais en fait, c'est tous des clones ces gens. Et donc voilà, désolé, fermeture de parenthèse. Mais tout ça pour dire que c'est en fait assez différent la manière dont on recrute les gens. Effectivement, via les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir pas mal de candidatures spontanées. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, ça montre quand même souvent des gens qui sont hyper intéressés par ce qu'on fait. Donc ça joue beaucoup. Et puis après, quand c'est vraiment des postes très spécifiques, en général, c'est sur des postes un peu niche, tu vois, où tu as vraiment besoin d'avoir une expertise. Là, on peut passer par des cabinets de recrutement. Des petites questions rapides. C'est quoi ta citation favorite? Ouais, j'en ai plusieurs. Il y en a une que j'adore qui est d'un gourou un peu américain, enfin pas gourou, mais qui s'appelle Jim Rohn. Et sa citation, c'est « Either you run the day or the day runs you ». Donc, soit tu gères ta journée, soit ta journée te gère. En tant que personne qui gère beaucoup d'activités en même temps, parce que j'ai donc à la fois ma marque de joaillerie Gemio, mon podcast et les formations que je vends, si tu veux, je me suis rendu compte qu'en fait, si jamais je laissais finalement mon agenda prendre le contrôle de ma vie, les personnes extérieures, en fait, mon équipe, tout simplement, mais juste, je n'allais plus avoir de vie, justement, et qu'à un moment donné où il fallait que je retourne la situation et que j'arrête d'être en situation où j'étais en permanence, si tu veux, sollicitée, mais qu'en fait, je crée mon propre planning, ma propre organisation. Et donc, c'est notamment ça qui m'a menée à déménager en Suisse pour avoir des jours où j'ai vraiment du me time, où je peux faire les choses qui comptent pour moi. Parce que c'était devenu un challenge, juste pour avoir le contexte, c'était devenu un challenge d'en avoir de partout. J'étais presque attaquée par mon agenda, si tu veux. J'ai eu à un moment donné une petite phobie de mon agenda où franchement, tu regardais la tronche du truc, mais il y avait... littéralement, mes pauses pipi étaient notées, si tu veux. Donc, c'était un peu difficile. Et maintenant, c'est pas beaucoup mieux, mais au moins quand je suis en France, mais au moins quand je suis en Suisse, j'ai vraiment du temps pour moi. Et donc, je souffle, effectivement, et ça a changé ma vie. D'autant plus que je me suis rendu compte que ce temps-là, qui est peut-être un temps un petit peu moins, on va dire, dans l'énergie, c'est un temps qui me permet de prendre énormément de
recul et du coup d'avoir des décisions qui sont bien meilleures, de prendre des grandes décisions. Tu vois, tu me disais comment tu fais pour avoir ces idées, ces actes de foi. Je pense que je pourrais absolument pas avoir ces moments-là si jamais j'étais pas de temps en temps un peu plus seule. Moi, je suis en plus quelqu'un de naturellement plutôt introverti, donc je me recharge, tu vois, beaucoup quand je suis seule. Et d'autant plus, tu vois, des personnes comme toi et moi, quand on est sursollicité, franchement, avec des rendez-vous back-to-back toute la journée, franchement, moi, à un moment, ma batterie, elle est un peu à plat et je sens que je peux être un peu cassante, pas très agréable, impatiente. Donc, il faut vraiment que je coupe. Et le fait d'avoir déménagé dans un lieu de nature, si tu veux, où il n'y a rien, c'est au bord d'un lac, je suis dans un village de 3000 habitants, ça m'a complètement changé ma vie. Mais j'ai dû prendre la décision de le faire. Ce que je veux dire, c'est que c'était un choix qui venait avec ses contraintes, mais je ne le regrette pas une seconde parce que ça me permet de m'organiser en fait beaucoup plus de la manière dont je le souhaite. Et donc du coup, quand t'es en Suisse, parce que même entre guillemets, donc il y a la partie rendez-vous qui forcément va être moins intense quand t'es en Suisse, mais tu peux facilement, surtout quand t'as plein d'idées, plein de choses que tu pourrais faire, te ré-remplir toute seule ton emploi du temps chez toi. Je sais pas, est-ce que t'as des time blocks dédiés à justement ne rien faire? Comment tu fais pour te créer cet oxygène? Déjà, il y a une décision qu'on a prise avec mon mari il y a pas très longtemps et j'ai un peu honte de te l'avouer, mais je vais quand même te le dire. C'est qu'en fait, on a décidé au bout de 10 ans de boîte de ne pas travailler le week-end. J'ai réalisé qu'en fait, ça fait 10 ans que globalement, les gens me disent tu travailles beaucoup pendant la semaine, mais ils ne réalisent pas que j'ai 48 heures de plus dans lesquelles je travaillais. Et il y a beaucoup de semaines où c'était pas 2 heures par-ci par-là, tu vois. C'était vraiment des grosses plages horaires. Donc, il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Et je me suis rendu compte que peut-être que j'ai passé l'âge, je sais pas, mais que j'avais besoin justement de plus de temps pour récupérer. Et qu'en fait, j'ai des semaines tellement intenses que si j'ai pas un week-end où je me détends vraiment, franchement, en fait, j'ai plus envie, je suis fatiguée, j'ai pas le même niveau, tu vois, d'enthousiasme, d'énergie. Et donc, en fait, j'étais pas en train de me faire un cadeau, tu vois, de travailler tout le temps. J'étais un peu tombée, tu vois, là-dedans. Et j'ai pas fait de burn-out, mais disons que j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui avait un peu la sensation que je pourrais toujours travailler plus. Et je pense que c'est pas totalement vrai. Et surtout, je pense que c'est bénéfique, en fait, de faire des pauses de temps en temps. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez récemment avec mon mari et qui fonctionne plutôt très bien. Et donc t'arrives du coup, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui veulent ce que tu décris, mais en arrivant le week-end, ils ont une idée, tiens, je vais aller 10 minutes sur mes mails qui se transforment en 2 heures. En plus, toi, tu crées du contenu, donc ça se trouve, j'imagine, tu peux avoir des idées de trucs que tu pourrais faire. Ça donne quoi le week-end? C'est-à-dire que c'est en mode, je ne touche pas l'ordinateur, j'ai un autre téléphone dédié, ça marche comment? Non, alors ça dépend des week-ends. Il y a des week-ends où oui, c'est le cas. Et en fait, ce qu'on fait avec mon mari, parce que comme on travaille ensemble, en plus, il faut qu'on soit alignés. La communication entre nous est hyper importante. Mais bon, je pense que c'est le cas pour n'importe quel couple. C'est-à-dire de dire, ce week-end, on travaille pas et de le faire. Dans la vie, si jamais tu dis quelque chose, il faut que tu le fasses parce que sinon, en fait, c'est un niais problème. C'est important pour toi, je crois, Très important. Très important pour moi parce qu'en fait, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, si tu veux, il y a un moment donné où quand tu promets, mais même sans aller jusqu'à l'acte de promesse, quand tu dis quelque chose et qu'en fait, en permanence, tu te dédies, tu romps la confiance. Ouais. Tu romps la confiance. Et la confiance, on met beaucoup de temps à la créer, très peu de temps à la casser. Et donc, je pense que c'est très important. Enfin, moi, c'est une valeur qui est fondamentale pour moi, que ce soit pour mon équipe, pour mon mari, pour, je sais pas, mon médecin, enfin, peu importe. Mais en gros, quand je dis quelque chose, je le fais. Et ça, je pense que c'est vraiment une base, c'est un pilier fondamental, en fait, de ma vie, qui est pas toujours facile à tenir. Mais du coup, je fais attention à essayer de pas tout dire. Je dis pas toujours oui, parce que de temps en temps, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais en général, j'aime bien tenir mes promesses et j'aime bien avoir la réputation de quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. Bref, fermeture de parenthèse. Tout ça pour dire que si jamais c'est un week-end où on s'est dit avec mon mari, on ne travaille pas, et c'est pas tous les week-ends pour être tout à fait honnête, mais c'est un grand nombre de week-ends, là, ouais, clairement, on regarde pas notre téléphone, on regarde pas nos mails, on ne répond pas à nos mails, notre téléphone, notre ordinateur, on le prend pas forcément avec nous, enfin, tu vois, on va faire d'autres choses. Et l'autre joue d'ailleurs un peu le rôle de garant, c'est-à-dire que si jamais on s'est dit ça entre nous, et qu'il y a un risque parce que, je sais pas quoi, l'autre va dire, rappelle-toi que ce week-end, on bosse pas. Et donc ça, c'est assez utile. Et à l'inverse, il y a des week-ends où on peut travailler un peu, mais c'est juste qu'on travaille, je fais un post Instagram, si tu veux, dans la journée, c'est pas non plus quelque chose de... Sachant que vous travaillez ensemble, du coup, dans un week-end comme ça inclut aussi de s'interdire des conversations sur le business? Non, parce que pour moi, alors je triche, du coup. Pris en flag, David, pris en flag. Écoute, écoute, tu m'as pris la main dans le sac, mais pour moi, ça n'est pas du travail. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est du plaisir. Parler avec mon mari, qui est la personne que j'aime le plus sur Terre, du truc qui me plaît le plus sur Terre,
bah c'est pas du boulot si tu veux. Donc non, clairement le travail, enfin ça peut, hein, on peut ne pas parler de travail certains week-ends, mais je le considère pas comme du travail. Ce que je considère comme du travail, c'est des trucs chiants, enfin opérationnel du style, je sais pas, répondre à des mails, faire des factures, enfin tu vois, des vraies choses où je vais devoir être devant un ordinateur et me poser, quoi. Mais donc, par exemple, entre guillemets, étudier TikTok en mode, tiens, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les tendances, regarder, tu considérais ça dans du travail? Pour moi, alors, tu vois, tu me challenges là sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tu as raison qu'on le précise. La conversation, la réflexion stratégique, pour moi, n'est pas du travail parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, la réflexion stratégique sur c'est quoi l'avenir de Gemio dans 10 ans, etc. Ça, pour moi, c'est du plaisir. Par contre, clairement, s'il faut aller scroller le feed Instagram pour voir tous les posts qui sont pourris, ça, pour moi, c'est du travail. Te mettre avec ta super vue, un calepin, une belle musique et je sais pas quel genre de musique t'aimes bien, t'aimes quoi comme musique? Je suis assez éclectique. Je peux, tu vois, hier j'ai écouté de la musique classique qui m'était pas arrivée depuis hyper longtemps, mais j'aime aussi, enfin, tu vois, les musiques un peu à la mode. J'adore la salsa aussi. Enfin, je suis pas très rap, j'avoue ça, c'est pas mon truc, mais sinon, je suis assez éclectique, ouais. Donc tu pourrais du coup le week-end être avec une musique qui te détend et prendre le temps d'écrire c'est quoi la vision pour les 5 prochaines années. Non, en fait j'adore du coup cette ligne qui est plus en fait l'idée c'est de ne pas faire des choses qui sont vécues comme du travail. Est-ce que tu as un film, un documentaire ou une série préférée? Oui, mon film, et c'est d'ailleurs aussi mon livre préféré, donc ça va peut-être répondre à une deuxième de tes questions, je ne sais pas. Mais mon livre et mon film préféré, d'assez loin, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, là, ça, il faut qu'on appelle l'équipe, il faut qu'on appelle Timmy, parce qu'on a tout un débat entre Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Quel débat? Enfin, il n'y a pas de débat. On est d'accord. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Il y a un moment donné, c'est comme les gens qui me parlent de Star Wars. Désolé, je ne vais pas me faire que des potes, mais il n'y a pas de débat. Ah ouais, c'est important. Il y a une œuvre de génie, et puis il y a un truc sympathique, pop culture. Je pense qu'on coupera que ça de cette interview. Je te remercie. Je pense que c'est l'essentiel de notre échange. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais en fait, moi, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, je devais avoir 8-9 ans, tu vois, et j'ai pas compris grand-chose, mais j'ai trouvé ça incroyable. Je l'ai relu, mais genre 10 fois, et quand le film est sorti, mais je me rappelle qu'en fait, j'ai jamais été je suis pas d'un naturel très groupie, mais je t'assure, quand ils ont annoncé qu'ils sortaient un film Seigneur des Anneaux, mais je me rappelle distinctement, j'allais sur le site internet du film très régulièrement pour avoir des actus, pour savoir ce qui se passait. Et il se passait pas grand-chose parce qu'évidemment, ils voulaient rien diffuser, tu vois. Donc quand il y avait une image qui sortait, mais j'étais comme une dingue. Tu sais qu'ils vont sortir une série, logiquement. Bien sûr, je suis une grande fan. Et donc, voilà. Donc tout ça pour te dire que c'est mon film et mon livre préféré. Pourquoi ? Parce que plusieurs choses. Déjà, j'adore l'idée de ce livre et de ce film qui est que finalement le héros c'est pas le mec le plus fort, c'est pas la star si tu veux, c'est pas le cliché, c'est soit on sait pas vraiment d'ailleurs si le héros c'est Frodo ou si c'est Sam. Mais parce qu'en fait, Frodo, c'est quand même un type que rien ne prédestinait à avoir en fait cette responsabilité qui lui tombe dessus et qui finalement est complètement sorti de sa zone de confort, on en parlait, et qui est sorti de lui-même quoi, pour accomplir une mission qui est bien plus grande que lui. Sam, n'en parlons pas, lui, c'est quand même un jardinier, le mec qui est là un peu par hasard juste parce qu'il est pote avec Frodo et qui se retrouve en fait à vivre des aventures incroyables, mais il l'a pas volé parce qu'en fait dans les moments difficiles, notamment au moment où Frodo perd l'anneau, etc., en fait il se révèle être un héros. Et du coup, pour moi, je trouve ça hyper intéressant parce que les vrais héros sont en fait des personnes communes, mais qui ont des actions héroïques et qui ont des comportements héroïques. Et ça, je trouve ça magnifique. Et donc, peut-être que c'est parce que je suis, tu vois, j'ai été pendant longtemps une jeune femme pas très bonne en sport, etc. Et du coup, en fait, ça me touchait de me dire que même moi, d'une certaine manière, je pouvais par volonté, parce que j'avais une mission, parce que j'étais investie dans quelque chose, avoir des comportements héroïques. Et donc, je trouve que c'est très beau. J'aime aussi évidemment beaucoup les dimensions, tu vois, on va dire amicales, communautaires, évidemment du Seigneur des Anneaux, mais je pense que c'est surtout cette dimension-là qui me plaît. Et puis enfin, le côté effort. Alors, ça va paraître un peu rébarbatif de le dire comme ça, mais au final, je trouve qu'il y a quand même, c'est un éloge de l'effort. Le Seigneur des Anneaux, parce que une fois de plus c'est très difficile, c'est d'ailleurs très long comme bouquin et le film est aussi très long et c'est censé traduire, je pense, tu vois, le fait que Rome ne s'est pas faite en un jour et parfois t'aimerais bien, et d'ailleurs je sais pas si t'as vu mais il y a une série YouTube assez drôle qui disent
t'as les aigles qui débarquent et qui auraient pu faire en sorte que le Seigneur des Anneaux dure 2 pages si jamais ils étaient venus récupérer Frodo dès le début, ils l'avaient balancé l'anneau dans le feu du volcan dès le début. Mais justement, toute la beauté de ce livre, c'est qu'en fait, t'es obligé de passer par un cheminement très long, très compliqué, qui fait que tu vas changer et que tu vas arriver finalement à sauver une situation. Donc c'est, je pense, une belle éloge de l'effort, et que l'effort, s'il est sincère, évidemment mène et va porter ses fruits. Trop bien, je trouve que c'est une magnifique fin, on va finir là-dessus. Et ça donne envie de le relire, je trouve même. Et de le revoir aussi. Ouais. On l'a revu récemment au cinéma avec ma femme, c'était trop bien de le revoir avec des yeux plus matures et de revoir que je kiffe toujours autant. Écoute. Merci en tout cas, c'était merci à toi, vraiment David. ouf. Trop bien. À bientôt. À bientôt.